Bonsoir à toutes et tous, bienvenue, c'est la nuit électorale sur Canal 3 Bénin, 2 heures d'antenne pour décrypter l'actualité de la présidentielle au Bénin. Toute la journée ici sur le territoire national et dans les représentations consulaires, les Béninois sont allés aux urnes pour choisir le prochain président de la République. Nous allons revivre les temps forts de la journée de scrutin, en évoquer les grands enjeux avant d'ouvrir les perspectives sur le septennat qui s'annonce à la suite des 10 années de gouvernance de Patrice Talon. Un premier panel avec des universitaires et la société civile avant les discussions entre acteurs politiques autour de ce rendez-vous majeur de l'histoire politique du pays. C'est le programme. Merci d'être des nôtres. Je vous présente mes invités dans quelques petites secondes. Mais avant, on revoit la journée de vote dans l'Atlantique. Mobilisation par Honduras. Timide influence dans d'autres contrées, avec des observateurs et des agents électoraux mobilisés. Nous sommes à Toribosito, à Lada, Kwamase et Ouida, avec Teddy Goudalo et Moufi Tsabouran, pour une journée de scrutin ce 12 avril au Bénin. Dans les communes de Ouida, Toribosito, Alada et Kwamase, la journée électorale s'est installée progressivement au rythme de l'ouverture des bureaux de vote dès 7 heures pour la plupart. Et ce matin, quand on est arrivé, on a procédé à la disposition des matériels et tout. On a déjà fait le colisage des matériels avant. Donc, si un délégué vient, le président ou un assesseur, il prend son urne et son matériel. J'ai voté mon candidat. Je pense que nous sommes là pour la bonne cause. Plus tôt, les agents électoraux ont pris place, procédant aux dernières vérifications avant le démarrage effectif du scrutin. Alors je suis très content, plus de responsabilité que de joie parce que comme vous le voyez, la population est en train de sortir. Je suis très heureux de voter pour ce septennat parce que depuis 1990, c'est pour la première fois. Dans plusieurs centres parcourus, le dispositif était en place permettant aux premiers électeurs d'accomplir leur devoir civique dans des conditions globalement organisées. Nous avions sensibilisé nos frères et sœurs à sortir massivement pour venir voter. Je suis heureux, très heureux, et je suis heureux de constater que ce matin ils ont écouté les messages, ils sont sortis très nombreux. Je suis vraiment ému de voir tout ce monde. La population est sortie massivement. L'affluence était perceptible avec des files d'attente observées devant certains bureaux de vote. Je suis allé voter confiant que l'acte que je suis en train de poser permettra de donner à notre pays un nouveau président de la République. Et j'ai espoir que ce nouveau président travaillera de concert avec l'ensemble des Béninois à transformer qualitativement notre pays. J'ai fait le tour de plusieurs pots de vote, centres de vote à Tekame et dans Kwamase. C'est la joie. Tout se déroule bien. Vous verrez ce soir qu'il y aura du monde. Autre fait marquant de cette journée, la présence effective des agents de la Cour constitutionnelle aux côtés des observateurs issus de diverses institutions nationales et internationales. Voilà, c'était la journée de vote dans la 5e circonscription électorale en toute matinée dans quelques-unes des communes de ce démembrement électoral. Ce soir, nous allons analyser dans un premier panel avec la société civile et d'autres acteurs observateurs de la vie politique dans cette première manche de notre tranche d'antenne. Le premier, je vous le présente, il est Dr Alexandre Egbako, il est sociologue et politiste. Bonsoir Dr Egbako. Bonsoir cher ami. Merci de nous faire l'honneur d'être là pour discuter ce soir avec nous sur Canal 3 Bénin. En face, professeur Tiburce Zanou, Martial Tiburce Zanou, il est professeur de droit des universités et analyste politique. Bonsoir professeur. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci de nous faire l'honneur aussi de vos analyses ce soir sur ce plateau. Globalement, belle journée de vote, diriez-vous, comme ces images de Ouida qu'on a vues chez messieurs? Oui, on peut affirmer que ça a été une belle journée de vote. Le processus électoral a connu un aboutissement et un bon dénouement à travers l'organisation qui a été mise en place par la Sénat. La plupart des bureaux de vote, contrairement à ce qu'on avait déploré lors des élections législatives et communales passées, ont ouvert
dans le temps. Toutes les personnes impliquées dans ces différentes élections étaient à temps à leur poste. Tout s'est passé dans la sérénité, dans la discipline, dans un esprit de convivialité empreint d'un grand patriotisme. Grand optimisme, monsieur le professeur Zanou. On va réaliser tout ça durant cette émission. Docteur Egwaku, journée de vote sans anicroche, diriez-vous aussi? Oui, parce qu'on a suivi un peu les reportages. Les médias ont déployé beaucoup d'éléments sur le terrain qui nous ont rapporté des choses et je crois que j'ai suivi un peu depuis le matin et jusqu'à l'heure là, je n'ai pas appris qu'il y a eu d'incidents ou quoi que ce soit. Donc voilà, il y a une belle organisation au niveau de la Sénat. La Sénat a appris de l'élection précédente où il y a eu beaucoup de ratés et donc ils ont essayé de colmater les choses et puis là le déploiement du matériel, tout ceci, ça s'est bien passé et on attend les résultats. Justement, on va analyser tout ça dans quelques instants, mais avant on retourne sur le terrain, un feedback de cette journée électorale dans le département de l'Ouémé à Promisrété précisément. Voici les images de nos reporters. Et ce devoir citoyen que je viens d'accomplir, non seulement est un droit précieux, mais c'est un devoir pour chaque citoyen, pour la co-construction de notre nation, une nation forte, une nation prospère. Et ma joie est immense de voir que les populations sont massivement mobilisées pour accomplir ce devoir. Et ceci n'est rien d'autre que la matérialisation donc, de l'expression populaire que vous avez pu constater lors de ces 15 jours de campagne électorale. Ici, particulièrement à Promisrété, ça a été un moment de prise de conscience collective, ça a été un moment de responsabilité citoyenne. Et c'est pourquoi vous avez pu noter l'ambiance festive qui a régné dans notre commune à Promisrété ici depuis les 2 dernières semaines. Et je crois qu'aujourd'hui n'est qu'un jour d'accomplissement, un jour d'apothéose. Je voudrais lancer un appel solennel et à tous les autres citoyens, à toutes les autres populations qui sont encore à la maison ou bien qui sont sur les lieux de culte, qu'elles doivent s'empresser de venir accomplir leur devoir parce que à Promisrété ici, nous nous sommes fixés un objectif, c'est de finir d'accomplir ce devoir-ci au plus tard 15h, 16h, pour que nous soyons la première commune à livrer les résultats de notre mobilisation citoyenne. Et voilà, c'était quelques images de la journée de vote. Nous étions à Promisrété avec le député Coupé Medji. Justement, Patrice Talon a eu des termes similaires à ce député à l'Assemblée nationale. Il dit ambiance de fraternité. Les acteurs politiques ont tourné dos à l'invective. Le Bénin a franchi un nouveau cap dans son histoire pour voir une certaine finalité, sinon un aboutissement de ces réformes politiques. Est-ce que l'ambiance de la campagne électorale de ces 15 derniers jours de présidentielle, cette ambiance vous a donné la même impression que ce député et que Patrice Talon qui s'exprimait ce matin après son vote? Oui, quand on observe les deux duos ont battu campagne partout et ça s'est passé librement, il y a une forte implication. Je crois qu'il y a aussi un grand déploiement des acteurs politiques sur le terrain. Et quand on voit ça et qu'on rapporte cela au passé, c'est-à-dire il y a quelques mois, avec toutes les histoires qu'il y a eu autour de la réforme du système partisan, de la désignation du candidat des démocrates, tout ce qui a suivi comme événement, on se dit... on a eu de la chance, on a été fort, on a essayé de fédérer les énergies pour dépasser ces petits problèmes qui auraient pu nous conduire dans le décor. Et à cela s'ajoutent les événements du 7 décembre qui vraiment ont fait peur aux Béninois et beaucoup pariaient sur les votes d'aujourd'hui. Vous disiez que bon, il y aura d'impact sur les votes d'aujourd'hui et que les Béninois ne vont pas sortir, vont rester sous la peur. Ce n'est pas vraiment le cas et le président a raison d'être enthousiaste, de voir que les Béninois sont en train de sortir pour voter.
parce que c'était pas gagné d'avance en fait. Vous faites le même constat, professeur Zanou. Vous voyez des Béninois qui ont tourné dos aux récents événements, qui ont surpassé la boule au ventre et qui ont fait face à leur destin dans une présidentielle où vous y voyez plutôt de la résignation. J'abonde dans le même sens que le président Patrice Talon qui a accordé une interview. Quand vous observez la sérénité et le calme qui ont prévalu, et pour l'autre duo qui ont pu librement faire leur campagne sans restriction, sans difficulté majeure, et quand vous rajoutez cela à l'ambiance qui a prévalu, tous ceux qui étaient dans une invective, comme l'a si bien spécifié le chef de l'État aujourd'hui, qui ont fait un ralliement, je veux parler des démocrates, pas des moindres, les ténors de ce parti, etc. Je ne veux pas citer des noms. Quelques ténors. Qui en réalité ont compris qu'il faille aller à une unité. Compréhension ou résignation? Non, c'est plutôt... De quoi doit-on parler de façon précise quand on voit, vous parlez d'une campagne animée. Moi, je n'ai peut-être pas la même impression que vous. Je suis nostalgique de l'ambiance festive de la présidentielle. Quand on dit présidentielle, déjà avec la pléthore de candidats, ensuite les projets de société qui n'étaient pas forcément les vrais discours, mais au fond on vendait la personnalité. J'ai l'impression qu'en 10 ans, le changement il a été drastique. C'est en ça que je vous demande s'il faut parler de compréhension ou de résignation, parce que finalement tout serait verrouillé pour 7 bonnes autres années encore. Bon. Je ne parlerai pas de résignation. D'accord. Je ne parlerai pas de résignation. Je dirais plutôt que c'est une libre adhésion. Puisque dans un passé récent, vous avez vu la véhémence avec laquelle tous ces acteurs politiques qui ne partageaient pas forcément la vision du président Patrice Talon ont réagi. Et quand on fait cette analyse, et quand on voit que ceux-là ont compris finalement qu'il faille construire le Bénin, et que c'est le développement du Bénin, l'unité des fils de cette nation pour construire un pays prospère. C'est une libre adhésion. Personne ne les a contraints. Il n'y a eu aucune suggestion. C'est eux-mêmes qui, de façon délibérée, ont manifesté cette adhésion et cet engouement. Et deuxième aspect, par rapport à la pléthore des candidats, il faut attirer l'attention et rappeler qu'il y a eu la réforme du système partisan voulu par le président Patrice Talon. Dont il salue finalement l'aboutissement aujourd'hui à avoir la donne. Exactement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le paysage politique est assaini. On n'a pas une pléthore de candidats. Les conditions d'éligibilité pour aller aux élections présidentielles ont été très encadrées par différentes lois. Et seules. Non. Encadré jusqu'à la restriction. Non, je ne parlerai pas de restriction. Je ne parlerai pas de restriction. Il y a des conditions du point de vue de la recevabilité par rapport au dossier, mais dès lors que... Qui ont quand même étouffé l'appétit de certaines personnes. On ne va pas manquer de le dire, docteur. Macron. Est-ce que finalement tous applaudissent ça, ce tableau que vous voyez si beau, chers acteurs? Écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est-à-dire, repartons un peu à la conférence. Arriver aujourd'hui à cette réforme, c'était déjà demandé depuis 90 et tous les acteurs politiques du Bénin étaient d'accord qu'il fallait réformer notre système partisan. Quand ils parlaient, eux, de multipartisme intégral dans le préambule de la Constitution. Depuis que même Yahi Boni avait dit que ce n'était pas bien d'avoir autant de partis politiques sur notre échiquier parce que ça étouffait, il n'y avait pas du sérieux. Et je le dis toujours, moi j'étais en Haïti, j'ai vu la même chose. Et quand vous posez la question de savoir pourquoi il y a autant de partis, on vous répond, c'était la seule façon de survivre. Et c'est ce qu'on faisait au Bénin. Il n'y avait pas de partis sérieux, les gens se levaient et créaient des partis. Donc face à ce désordre... Parti refuge économique. Face à ce désordre, tous les acteurs étaient d'accord pour dire qu'il fallait arriver à une réforme, pour essayer de réorganiser... Réforme aboutie désormais alors? Désormais abouti, et je peux vous dire, au début il y avait de la résistance tout simplement parce qu'il y avait des intérêts des uns et des autres qui étaient bousculés. Les gens ne voulaient pas
concéder certaines choses. Ils ont compris la leçon. Finalement, ils ont vu que le dispositif, les lois mises en place étaient de telle sorte qu'il fallait se rallier et jouer collectif et montrer que nous sommes tous des citoyens de ce pays et que l'intérêt du pays. Enfin, les projets de société en prééminence dans le débat politique de la présidentielle, vous diriez ça, des 15 jours de campagne, à écouter Paul Ronquet dans ses nombreuses annonces, Romuald Wadani dans ses annonces aussi. Doit-on dire désormais la prime au programme de gouvernance pensé par les candidats plutôt que la campagne à la manière béninoise ancienne? Non, c'est la prime au projet de société, puisque sur le terrain, les candidats ne font que revenir là-dessus. Et moi-même, j'ai été agréablement touché par la proposition d'un candidat. Je ne sais pas si on peut en parler. Oui, librement. Par exemple, voilà, le candidat Wadani a parlé que désormais, nos actions, en fait, ils vont essayer de mettre en place des pôles de développement. Vous voyez, des pôles de développement. Il a parlé aussi de la question de l'extrême pauvreté. Parce que, en fait, le truc, c'est quoi? Depuis la proclamation du développementalisme américain en 1945, où le président Harry Truman a dit que les États-Unis iront aider tout le monde entier pour les aider à les sortir de leurs difficultés, puisqu'à la sortie de la guerre, beaucoup de pays ont été dévastés, faibles, et qui végétaient dans des situations sociales, économiques pas possibles. Donc les Américains se sont proclamés pour dire nous irons partout, aider les autres pays, ramener leur niveau de développement au même niveau que les nôtres. Donc, depuis, on mettait en place, à travers les institutions de Bretton Woods, des actions globales du développement qui n'impactaient pas réellement là où il y a vraiment des problèmes. Donc là, il a parlé des pôles. Donc, on va arriver à une sorte de principalisation des actions vers là où il y a les problèmes. Donc, vous voyez donc davantage un débat idéologique, un débat, une vision économique, une vision, c'est ça que je dis. Oui, c'est dire qu'on va arriver à une sorte de territorialisation des actions de développement, puisqu'il y aura plusieurs pôles. Les pôles, ce n'est pas les mêmes urgences, ce n'est pas les mêmes problèmes. Donc, carrément, on s'inscrit dans une sorte de différenciation du développement. Vous voyez que c'est nouveau par rapport à notre passé. C'est un nouveau paradigme par rapport à notre passé. C'est une rupture totale avec les actions globales du développement. On va arriver à une sorte de particularisme des actions du développement et ça va beaucoup plus impacter. Professeur Zanou, quelqu'un nous a parlé de nouveau départ avant de venir. Avant lui, quelqu'un a parlé de changement. Donc les projets de société, ce n'est pas si nouveau que ça, finalement, au pays. Oui, écoutez, quand on parcourt et quand on regarde le projet de société proposé par le futur président, M. Romuald Wadani. Vous le voyez déjà élu carrément. J'ai bien dit le futur. L'un des futurs probables présidents. S'il était élu ce soir. Oui. D'accord. Ok. Quand on parcourt son projet de société, d'abord, dans un premier temps, il a parlé de continuité, de complémentarité des actions qui ont été initiées par le président Patrice Talon, soulignons-le, dont il était l'un des architectes. C'est nouveau dans l'histoire du Bénin. Souvent, on rend avec, en cas d'alternance, on rend souvent avec des gouvernants qui s'en vont. C'est cette allusion que vous faites. Soglo, il vient, il dit Kérékou, il était mauvais. Kérékou vient, il dit Soglo, jamais lui. Yahi, tout nouveau. C'est de cet aspect que vous parlez pour une première fois, une continuité d'un projet existant? Oui, tout à fait, parce que quand on prend les 10 ans du président Patrice Talon, il a impacté qualitativement notre environnement national et le rayonnement du Bénin au plan sous-régional et au plan international. C'est votre opinion. C'est mon opinion. Donc, il est clair que pour avoir été à ses côtés, pour avoir été à ses côtés, M. Romuald Wadani s'est inspiré de ce qui a été fait et a proposé un projet de société que moi je trouve assez structurant. On ne va pas venir lister tous les détails, mais je vais évoquer quelques points. Dans la première priorité, il a parlé... On aura du mal à parler du projet de société d'un candidat parce qu'on sera obligé de parler du projet de société en autant de temps du second candidat en lice. Okay, donc on dira quand même que le débat des projets a eu une grande prime.
pendant cette campagne électorale. Tout à fait. Cela a permis à nos concitoyens de faire la part des choses et de comprendre celui qui, en réalité, propose le meilleur projet de société pour leur bien-être social. Cela fait disparaître l'achat de conscience, Tibur Sozanou. Et on va finir sur la campagne à ce niveau. Vous avez vu moins de billets de couleur bleue, verte ou je ne sais de quelle autre couleur circuler, ou vous pensez que sur cet aspect, le Bénin n'a non plus évolué comme on pourrait le dire comparativement à quelques années de cela? Honnêtement, je n'en ai pas vu, puisque... Et vous vous en avez vu? C'est une infraction prévue par le Code pénal. Une infraction qui est tolérée. C'est la corruption. C'était une infraction tolérée active des l'achat de conscience était dans l'expression de leur... C'était presque une règle. Vous voyez cette infraction retournée dans sa rigueur pénale entière et les Béninois plus enclins désormais à lire les projets de société, écouter les annonces des candidats de plus en plus. À l'aune de cette campagne électorale. Non, il faut dire qu'il y a eu une prise de conscience. Il y a eu une prise de conscience et l'éthique avec la gouvernance aujourd'hui fait que nos concitoyens ne sont plus du tout attachés à cette notion d'argent qui en réalité ne constitue que l'argent, l'achat de leur conscience. Même opinion? Même opinion, et j'ajouterais même le président de la République avait donné le ton quand il parlait des parlementaires, qu'avant sa venue, c'est des valises d'argent qui circulaient entre Cotonou et Porto-Novo, et qu'avec son arrivée, il y a plus... Et même sur le terrain aussi, vous ne verrez pas les gens en train de s'amuser à distribuer de l'argent, parce que je sais qu'il y a eu... par le passé, des dames dans le quartier qui couraient tous les soirs pour dire « Ah, il y a réunion quelque part, j'ai pris 5 000 hier. » Mais cette fois-ci, vous n'entendez pas des choses comme ça. Et je pense que c'est une prise de conscience déjà au niveau des acteurs politiques qui ont vraiment... Qui a rejailli sur les populations. Exactement. Parce qu'ils n'ont on va changer, le militantisme a prévalu. Aussi, c'est un gros débat. Oui. On va changer d'axe de discussion. Revenons à la journée de campagne, le déroulement de cette... à la journée de vote, à la journée de ce dimanche, 12 avril 2026. La majorité des postes de vote ont démarré dans de bonnes conditions. Le dispositif organisationnel est globalement fonctionnel, mais des irrégularités sérieuses ont été constatées dans certains centres de vote. C'est l'analyse générale de la plateforme électorale des organisations de la société civile du Bénin. Qu'est-ce que vous en dites, professeur Zan? Alors, de quelle irrégularité on parle? Et ils en ont listé, ils ont parlé d'urnes bourrées avant, et ça, je déplore que le représentant de la plateforme électorale de la société civile ne soit pas encore avec nous. On va juste faire un tour de table là-dessus, espérant qu'ils nous rejoignent et que nous puissions... de fond en comble, analyser cet aspect. Je me propose même qu'on change cet axe de discussion carrément pour parler de l'élément taux de participation dans la campagne comme dans le déroulé du scrutin. Est-ce véritablement un enjeu de cette élection, le taux de participation? Le taux de participation est très très important puisqu'en réalité, il permet d'apprécier la participation des électeurs au scrutin et dans un second temps, c'est un baromètre qui permet d'apprécier la légitimité du candidat qui a été élu. Donc le taux de participation est important. Pour l'instant, on ne peut pas s'avancer. On n'a pas encore les données. Donc on attend de voir quel a été l'impact de la participation de nos concitoyens. Le politiste, le sociologue, il a un regard quand il est disciple de Weber, il pense beaucoup à la légitimité d'un dirigeant. Et qui dit légitimité parle parfois de taux de participation. Je me trompe? Non, non, du tout. Assez? Non, pas du tout. Vous êtes vraiment dans la bonne approche. Et c'est bien ça. Quand le taux n'est pas élevé, donc le président qui sera élu, chaque fois on va lui faire voir pour dire, bon, écoute, de toute façon, c'est juste une petite partie du Bénin qui t'a élu. Ils n'étaient pas nombreux. C'est le Bénin qui l'élit. S'il est élu, c'est que en fait, il l'a élu. Ça, c'est dans l'absolu, c'est vrai. Mais après, tu vois, quand les acteurs politiques vont rentrer dans la politique
politiciennes, ils vont tout le temps lui faire revenir à la figure pour lui dire, voilà, tu as été mal élu. Voilà les expressions qu'on sort. Donc, il est à souhaiter qu'il y ait... Vous comprenez cet acharnement sur le taux de participation, c'était carrément une guerre communicationnelle. Ce n'est pas l'apanage du Bénin, même en France, un peu partout, tout le monde, à chaque élection. D'ailleurs, les instituts de sondage, moi j'ai beaucoup travaillé en France dans 2 grands instituts à Paris, et à chaque fois qu'il y a les élections, le premier élément qu'on cherche à savoir ou qu'on cherche à sonder, c'est le taux de participation. Mais chez nous, ce n'était pas le cas, Alexandre Bako. Par le passé, on ne priait pas le Béninois à aller aux urnes. On ne lui demandait pas. On a tellement parlé de devoir civique, que je me suis demandé à quel moment une exigence morale peut remplacer la règle de droit. Parce qu'en droit, strictement, c'est un privilège. C'est un droit dont on jouit. Le vote. Finalement, on a dû harceler les gens. Non, en fait, les mentalités ont évolué. Voilà, nous avons le contexte a évolué, les choses ont changé. Oui, donc les gens comprennent. Le fait pour un citoyen, il venait de le dire tout à l'heure, d'aller voter, c'est une prérogative que la Constitution lui confère. Absolument. Et c'est un droit qui est garanti par la Constitution. Donc on n'a pas besoin de l'amadouer. On n'a pas besoin de l'amadouer. Il suffit simplement d'en attirer l'attention pour que lui-même, en tant que citoyen, en perçoive l'importance. C'est les citoyens qui choisissent eux-mêmes leurs dirigeants. Donc c'est ce qu'il s'est passé ces 2 jours. Ce n'était pas une insistance pour légitimer un président dans un scrutin. Non, du tout. En fait, si au moment des campagnes, les acteurs ont beaucoup insisté sur la mobilisation. Notamment les acteurs de la mouvance. Oui, c'est parce que, comme je vous dis, nous sommes rentrés dans un cycle électoral nouveau. Ce sont les élections générales. On ne l'a jamais fait au Bénin. C'est une première fois. Et pour en arriver là, il y a eu beaucoup de choses. On a fait des réformes. Il y a des mécontents. Il y a des gens qui n'ont pas compris la portée de la chose. Il y a des gens qui ont été manipulés aussi par les gens qui sont opposés à ces réformes-là. La participation au dernier scrutin en 10 ans. En 10 ans. Donc, raison de plus pour que cette fois-ci, on aille vers eux pour leur expliquer, les convaincre de sortir pour voter, parce que l'intérêt du Bénin, il va, quoi. Donc c'est pour ça que le taux, actuellement, tout le monde est regardant là-dessus. Jeune Afrique disait vendredi, Romuald Wadani ultra favori, mais l'abstention s'annonce comme l'enjeu principal du scrutin. Vous diriez la même chose, Tibios Zambou? Non, pour l'instant, on ne peut pas opiner puisqu'on n'a pas encore les indicateurs. Mais est-ce que c'est un enjeu de façon globale? Est-ce que la façon dont les Béninois vont dire oui ou non à un candidat qui sera investi, on connaît la longueur d'avance du candidat de la mouvance, avoir la majorité politique autour de lui. On disait majorité au pouvoir au début de son investiture, mais carrément on dit maintenant majorité politique, parce que beaucoup d'acteurs politiques actifs ont rallié son camp. Mais est-ce que cet élément taux d'abstention ou de participation est influent, est décisif pour l'élection de Romuald Wadani ou de Paul Onkwe? C'est un baromètre très important. Vous venez vous-même d'évoquer l'item, c'est décisif. Cela va permettre d'apprécier la compréhension que nos citoyens ont eue des projets de société, leur implication dans le processus et l'exercice de ce droit qui leur est reconnu. Donc, il est à souhaiter que l'abstention soit amenuisée et que on constate, au travers des indicateurs ou des estimations qui auront été faites, que enfin nos concitoyens ont compris les enjeux. Et comparativement aux élections passées où le taux d'abstention a été déploré, qui a en réalité une marche, une compréhension importante des enjeux électoraux et bien évidemment une adhésion au projet de société et la légitimité du candidat qui sortira des urnes. Et puis c'est en fait, excuse-moi, mais c'est en fait les gens sont en train de ne pas vouloir qu'il y ait un prolongement en fait de ce qui s'est passé aux élections passées en fait. Pourquoi? Parce que jusque-là, vous allez voir, il y a encore des campagnes un peu sur les réseaux sociaux qui demandent aux citoyens de ne pas aller voter. Les gens qui ne sont pas pour le régime continuent
d'inciter les gens à ne pas aller voter. De leur droit peut-être Oui, de leur droit. Mais écoute, si on a décidé de changer un peu les choses, je comprends bien que certains ne veulent pas qu'on change de régime ou de registre ou des habitudes électorales. Je peux comprendre. Mais de là à aller inciter les gens à ne pas aller exercer leurs droits citoyens pour que demain ils puissent dire c'est la responsabilité du gouvernement, je crois que c'est de la lâcheté politique. Et je pense que les chiffres, quand on les aura après compilation de la Sénat, il y a une certaine époque, la plateforme électorale de la société civile allait jusqu'à nous donner des chiffres sur le taux de participation, une habitude qui très tôt n'a pas prospéré. Espérons qu'après les compilations de la Sénat, nous puissions revenir autour de ces tables de discussion, des tables de discussion comme celle-là pour analyser le déterminant participation électorale, abstention ou non, ou choix, plébiscite, parce que l'une des raisons aussi, c'est le poids politique de l'adversaire, du candidat de la mouvance. Ce parti n'a pas pu se représenter à l'Assemblée nationale. Dans les collectivités territoriales, pas de représentation non plus. Et quand on a vu le suffrage aux dernières législatives de janvier dernier, cela a posé beaucoup de questions. Cela a fait poser beaucoup de questions dans l'arène politique du Bénin. Déjà, on est en train de tendre vers la fin de ce plateau. Que dire des défis, des principaux défis du septennat, je vais m'habituer, du septennat qui s'ouvre dès le 23 mai prochain, les principaux défis de ce septennat, de ce Bénin de 2026. Monsieur le journaliste, avant de répondre à cette question, j'ai bien apprécié l'ouverture et la brèche que vous avez ouverte tout à l'heure, à savoir une fois que nous aurons les résultats, qu'on vienne opiner. Ce sera une continuité de toutes les thématiques et de toutes les approches qui ont été ici évoquées. Donc c'était le premier point. Je vous y encourage vivement et je souhaite que les dirigeants de cette chaîne vont vous donner la possibilité de continuer ce débat. Et c'est à travers ces chiffres-là qu'on pourra avoir vraiment une approche sur la légitimité du candidat qui sortira des urnes. Maintenant, les perspectives. Oui, les défis. De celui des candidats qui aura franchi le gap de la réussite et qui aura été plébiscité, les attentes de nos concitoyens sont énormes. Il va falloir, qu'en tenant compte des projets de société, du projet de société qui a été proposé aux citoyens, celui-là, qui va être issu des urnes, en raison du contexte dans lequel les choses se sont passées, les problèmes que vous avez évoqués tout à l'heure, il sera tenu par une obligation de résultat et il n'a pas droit à l'erreur. Vous parlez d'une chose qui est souvent extrêmement difficile en politique, la conciliation des besoins et de l'ambition première qui a motivé, même quand vous parlez de réforme du système partisan, beaucoup de fâchés, beaucoup de frustrés diront que on s'est entendu sur le diagnostic mais pas sur le traitement et que c'est une des raisons de ce qu'ils boudent aujourd'hui. Est-ce que pour une fois le Bénin va déroger, si un des deux candidats en lice est élu, le Bénin va déroger à la règle universelle selon laquelle entre conciliation des attentes des populations et application de l'ambition électorale annoncée, le gap que l'on voit souvent? Je peux déjà vous dire que le Bénin a dérogé à cette règle. Comment ça? Le président Patrice Talon a dit lors d'une de ses interventions qu'il reconnaît que tout n'a pas été parfait. Mais le niveau auquel il a poussé le pays de par son plan d'action, il faut dire que de façon qualitative, vraiment les idéaux ont été atteints. Ça, c'est son opinion. Vous l'épouser. Oui, l'opinion d'autres Béninois peut varier. J'y adhère personnellement, qu'on aime ou qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas le président Patrice Talon, en disant ce qu'il a fait. Le niveau auquel il a élevé notre pays, il est tel que celui qui sortira des urnes, comme je l'ai dit tout à l'heure, doit aller plus loin et faire en sorte de ne pas décevoir les attentes de nos concitoyens et de ne pas nous faire revenir dans un passé douloureux. Donc cet idéal, je vous le rassure, il a été, de mon point de vue, atteint. Optimisme entier, autant, docteur Oui, je suis vraiment optimiste et
déjà, il faut rappeler à nos compatriotes que un président de la République ne finit jamais de régler tous les problèmes et que ce qui va être déterminant, c'est ce qui a été fait jusque-là. Donc, c'est d'éviter de retomber encore en dessous de ce qui a été fait. Donc, le président qui va venir doit forcément, que ce soit Rumpé ou Adaï, il sera forcément dans une logique de continuité, d'amplification de beaucoup de choses, même si Rumpé doit revenir pour remettre en cause certaines choses, ce sera... Il l'a promis dans son projet de société, oui, mais il est clair, il va rebaptiser les AME, il va subventionner certains produits carnés dans les béninoires raffolent. Franchement, je sais qu'il n'est pas encore dans la réalité du pouvoir. C'est de bons postulats. C'est de bons postulats. Donc finalement, il y a eu la guerre des idées. Exactement, pour une fois. Il y a eu la guerre des idées. Il y a eu la guerre des idées. Une guerre satisfaisante ou qui peut laisser sur sa soif ou sa faim. Non, c'est satisfaisant parce que au moins les deux candidats ont dit les choses de façon directe et concrète et ils n'ont pas... Rumpé a été très audacieux en disant ce que l'autre ne veut pas faire, moi je vais le faire, telle chose je le fais. Donc on l'attend, s'il est élu, on verra ce qui va se passer, il sera face à la réalité et on va voir. Il y a un élément, et ça beaucoup m'en diront le contraire, si je me trompe, vous qui êtes en plateau aussi avec moi, c'est que dans ce Bénin sécuritaire d'aujourd'hui, dans ce Bénin qui a les réalités que nous vivons aujourd'hui, j'ai l'impression de n'avoir pas suffisamment entendu les candidats dans leur programme, dans leur projet de société sur la question sécuritaire, la question de l'intégrité territoriale. J'ai eu l'impression qu'ils n'en ont pas beaucoup parlé. Vous avez la même impression, même impression que moi. Non, c'est bien dans le projet. C'est bien dans le projet de société. Je parle de la propagande autour et des messages portés. C'est l'impression que j'ai eue. Ils en ont bien parlé. Ils ont défini les actions idoines qu'ils vont mettre en place pour y aboutir. Ils en ont bien parlé. Non, ils en ont parlé, ça c'est sûr. Et même, moi je l'ai lu, par exemple, dans le projet de société de Wadaï, qui parlait même de la création d'une agence sur les questions sécuritaires pour même arriver à des partages d'infos avec d'autres pays de la sous-région pour plus d'actions. On a parlé aussi de renouer les relations avec les pays de la sous-région. Vous avez l'impression que cela n'a pas suffisamment préoccupé les Béninois parce que dans le débat ambiant, dans ces différentes sorties, et même pour le candidat Rumpé, ce n'est pas une question que nous avons suffisamment entendu. Même si les candidats n'en parlent pas sur le terrain, la question leur est souvent posée parce que moi, par exemple, j'ai travaillé dans la TACORA dans le cadre de la collecte de données pour l'élaboration de plan Bénévision 2060 et cette question sécuritaire revient chaque fois. Les gens nous parlent toujours question de sécurité et puis la question de santé. C'est les deux sujets qui reviennent chaque fois. Et donc, si les candidats ont pu sillonner cette zone, forcément, ils seront face à ces questions. Forcément. Et le candidat Wadaï a prévu ça dans son projet de société, je l'ai lu, avec la création d'une agence sécuritaire sur le partage d'infos avec les pays voisins. Et la collaboration, la coopération internationale et sous-régionale. Juguler les questions de sécurité. Voilà, je vous l'ai promis, une représentation sur ce plateau de la plateforme électorale des organisations de la société civile. L'émissaire de la plateforme est là. Il s'appelle Emmanuel Ganser. Merci à lui de venir à nous. Veuillez vous installer, très cher Emmanuel Ganser. Un plaisir de vous avoir, malgré les aléas. Bonsoir, très cher Emmanuel Ganser. Bonsoir William. Bonsoir le plateau. Voilà. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez dit aujourd'hui, d'abord, les choses ont évolué. Il y a eu une dernière déclaration de la salle de situation des organisations de la société civile qui assure le monitoring des organisations de la société civile pour le compte de cette élection. De la dernière déclaration, j'imagine que c'est elle que vous tenez en main. Évidemment. Quelles sont les grandes choses qu'on retient des yeux des observateurs de la société civile sur l'ensemble du territoire national en ce 12 avril? Alors, à nouveau, bonsoir. J'espère que vous allez très bien. Ça va. J'aimerais en fait faire une petite clarification, peut-être pour expliquer un peu le mécanisme de fonctionnement de la plateforme. Il faut dire que pour cette élection présidentielle, la plateforme électorale des OSC a déployé 1200 observateurs fixes, déployés de manière statistique
et 511 observateurs itinérants, donc qui sont basés dans tous les arrondissements et qui font le tour des centres de vote pour pouvoir relayer. Exactement, exactement. Et donc, on a eu 3 déclarations aujourd'hui, dont celle de 18h. La plus récente. Exactement. Et on a déjà les canaux digitaux pour pouvoir suivre de manière élargie tout ce qui a été dit à travers cette déclaration de 18h. Et si je dois résumer un peu, j'avoue que c'est pas évident que j'ai le temps de lire, mais il faut dire que c'est un document qui se base également sur les différentes observations qui ont été faites. Par exemple, on a parlé des conditions de déroulement du scrutin. Donc, selon les données qui ont été recueillies de 1193 postes de vote, le scrutin s'est déroulé sans interruption dans 99,40% des postes de vote. Donc, globalement, le scrutin s'est déroulé sans interruption. Je crois que vous l'avez dit dans la déclaration de cet après-midi de midi, justement, et avec la réalisation, on va le voir. Donc, ce constat s'est confirmé. L'analyse générale sur le bon déroulement du scrutin, ce constat se confirme dans l'élément, sinon dans la déclaration de 18h, comme on l'a vu. Oui, et voilà quelques irrégularités également qui ont été notées, comme par exemple des cas où le dépouillement a été fait à huis clos, comme ce fut le cas par exemple au poste de vote 2 du collège catholique C de Logo, oui, c'est Mono, d'autres. Il y a eu un scrutin, par exemple, qui a été clôturé précocement à 13h, avec un démarrage du dépouillement avant d'être réouvert à 14h, après contestation d'une électrice. Donc, il y a de petits éléments. Exactement. Oui, voilà. Qu'on a pu documenter par rapport à l'ensemble de l'arsenal du déploiement. Mais est-ce que ces choses sont ces éléments qui confirment en partie, et ça on le voit avec les éléments de midi mis à disposition par la plateforme électorale de la société civile, est-ce que cela est de nature à entacher la crédibilité et la bonne organisation de ce scrutin selon la dernière déclaration de la plateforme électorale de la société civile? Je pense que la question d'appréciation de la qualité du scrutin, c'est beaucoup plus lié, par exemple, à comment le processus a été organisé par l'organe qui en est en charge, à savoir la Sénat. Et là-dessus, par exemple, il convient de relever qu'il y a eu une nette amélioration par rapport à janvier 2026 pour les législatives et communales couplées. Exactement. Par exemple, on n'a pas noté de démarrage en retard, on n'a pas noté de manque de matériel par endroit. On a eu quelques retards par endroit, mais contrairement à janvier, par exemple. Donc là-dessus, on va dire que le processus a été très bien organisé. Le processus a été organisé de manière assez ordonnée avec voilà, l'ensemble des matériels qui ont été déployés à temps, quoique on ait remarqué par endroit quelques irrégularités qui ne sont pas du fait de la Sénat, il faut le rappeler, mais du fait justement de ceux-là qui participent au scrutin, du fait de certains militants qui veulent avoir un fort taux de participation. Non, pas forcément fort taux de participation, mais peut-être montrer en fait un fort taux d'engagement en faveur d'un candidat, d'un duo. Mais ils n'ont pas empêché les autres électeurs, les autres votants d'exprimer de jouir de leur droit de vote. Le scrutin a pu continuer à ces endroits. Est-ce que la plateforme a noté quelque part un scrutin interrompu et de façon définitive en raison de ces légers incidents? Alors, si on s'en tient justement aux observations qui ont été faites, oui. Exactement, on a par exemple l'un de nos observateurs qui a relevé par exemple que il y a justement au poste de vote où il observait, puisqu'il y a eu déjà bourrage par exemple, il y en a qui venaient pour voter
mais qui, par exemple, ont constaté qu'on avait déjà voté à leur place. Mais je précise encore une fois, c'est pas à généraliser, pas du tout. C'est étroit par rapport au constat qui a été fait par rapport à ce poste de vote-là. Mais de manière globale, le scrutin a pu se dérouler jusqu'à terme. On a pu noter que la durée de ce scrutin présidentiel, qui est de 9 heures, a pu être respectée dans beaucoup, je crois on a parlé de 90%, je pense, des postes de vote où on a déployé des observateurs FIST. Donc il y a quand même un petit 10% où on a observé que le scrutin a été peut-être arrêté de manière un peu précoce parce que justement des gens ont pu démarrer le dépouillement de ces différents résultats. Tibur Souzanou, on attendait un peu les éléments de la plateforme électorale de la société civile, encore que je n'ai pas voulu m'investir sur le volet participation parce que c'est la Sénat qui va nous donner ces différents éléments. Donc, de constat de terrain, cela confirme votre optimisme de départ. Exactement, puisque le représentant de la plateforme est allé dans le même sens que nous, dans la première partie de son intervention, à savoir que tout s'est bien passé, l'organisation mise en place par la Sénat, contrairement aux irrégularités qui ont été notées lors des élections passées. Donc, c'était optimisme-là qui se dégageait de notre plateau. Absolument. Donc, monsieur Gancet, vous confirmez ce que nous avons dit, et si bien dit, avant votre arrivée. Merci pour votre objectivité. Cela confirme, n'est-ce pas, que la plateforme électorale a fait un bon travail. A fait un bon travail. Bon, en attendant de le dire, parce qu'on s'intéresse surtout au fait que les chiffres corroborent entre la plateforme électorale de la société civile et la Sénat. Cela a pu ne pas être le cas il y a quelques années sur une présidentielle précise, celle de 2021. Emmanuel Gancet, à la plateforme électorale de la société civile, quels sont les grands enjeux de ce scrutin qui ont focalisé les grandes attentions à la salle de participation des OSC? Alors, il faut dire qu'il y a 3 mots qui résument très bien en fait les enjeux du monitoring que fait la plateforme électorale des organisations de la société civile, à savoir l'observation, le rapportage et l'action. Observer, parce qu'on déploie des observateurs pour être nos yeux et nos oreilles sur le terrain, pour pouvoir apprécier la qualité du processus, apprécier justement et pouvoir documenter tout ce qui a pu se produire comme incident et en faire un rapport qu'on partage bien évidemment avec toute la chaîne d'organisation des élections, rapporter, puisqu'il faut pouvoir garder une traçabilité par rapport à tout ce qui a pu être constaté et agir. Pourquoi? Parce que à la salle de situation, nous avons 4 chambres. Nous avons une chambre technique qui reçoit des données sur le terrain et les centralise et les confie à une chambre d'analyse qui interprète ces différentes données. Nous avons une chambre de vérification des faits qui est organisée, par exemple, en concert avec le CJID, qui est basé à Abidjan, mais aussi au Bénin, un peu partout. On a une chambre de communication et enfin une chambre de réponse. Et les réponses, en quoi consistent-elles? Par exemple, quand on a remarqué qu'il y a un incident sur le terrain, quand on a remarqué qu'il y a une situation, un grabuge qui peut amener en fait une situation, un malaise, on a des personnalités à la chambre de réponse qui peuvent par exemple contacter la Sénat, ou si c'est contacter la police pour que justement ils puissent avoir un règlement rapide pour que le processus ne soit justement pas entaché. Donc comme enjeu, je dirais, c'est pouvoir observer comment le processus s'est déroulé, pouvoir documenter les irrégularités, faire un rapport sur les élections et donc justement pouvoir garder des traces de tout ce qui s'est passé et apprécier les événements, le déroulement. J'avoue que j'aime bien parcourir le rapport
de la plateforme électorale de la société civile à l'issue des élections. Et je pense que dans une certaine mesure, la Sénat et les autres, parfois même le législateur, ils essaient d'inclure des éléments pratiques pour faire évoluer le processus électoral et l'adapter à notre contexte, à nos réalités. Ces échanges, ils sont beaux, mais on va devoir les conclure parce que nous avons notre panel juste après. Docteur Alexandre Iwako, que dirions-nous de façon globale pour conclure ces échanges relativement à ce 12 avril 2026? Je dirais en quelques mots, persévérance, audace et efficacité. Parce que c'est carrément un credo. Il faut voir, voilà, d'où est-ce que nous sommes partis, c'était pas évident. Beaucoup n'étaient pas vraiment impliqués dans la chose. Et à l'arrivée, je crois qu'il y a beaucoup d'adhésion. Et même, je suis très sidéré par le travail de la plateforme parce que j'ai beaucoup travaillé avec les organisations de la société civile. Et ce soir, vous venez de démontrer à juste titre la définition que nous avons donnée, la première définition que nous avons donnée à la société civile au Cameroun, qui est l'ensemble des citoyens organisés collectivement pour interagir avec l'État dans l'espace public sur les questions sociétales. Merci. Merci à vous, docteur Iwako. Professeur Zanou, on va conclure nos échanges en quelques mots. Le Bénin est dans une dynamique, le pays avance. La plateforme a donné les éléments que nous avions évoqués avant qu'ils ne viennent sur le plateau, que cette dynamique se poursuive et que le rayonnement du pays au plan national et au plan international, dans tout le monde entier, continue à se faire sous l'impulsion de dirigeants audacieux, réformateurs, mus par le but social, le développement de la cité et la sécurité de nos concitoyens. Emmanuel Gancet, que nous réservent les jours qui viennent à la plateforme électorale? Ce sera votre mot de conclusion. Alors, à la plateforme électorale, on espère justement que le processus va continuer à se dérouler sans heurts et que la Sénat pourra poursuivre sa mission d'aller au bout donc, et de proclamer les résultats provisoires et que la Cour constitutionnelle, à son tour, pourra les conclure. On espère donc une période électorale apaisée, une période électorale justement où la Sénat veille à ce que les irrégularités qui ont été constatées puissent être traitées et résolues comme tel pour que le scrutin justement ne soit pas entaché mais que le scrutin qui s'est si bien déroulé puisse justement faire l'effet de nous présenter les prochains dirigeants de notre pays. Les prochains gouvernants au plus haut niveau de ce Bénin. Absolument, absolument. Emmanuel Gancet, représentant de la plateforme électorale de la société civile, docteur Alexandre Iwako, sociologue et politiste, et professeur Martial Tiburce Zanou, professeur de droit des universités et analyste politique. Merci, chers messieurs, de nous avoir fait l'honneur de vos analyses et de votre présence. Merci à ces Béninois qui nous suivent et qui vont continuer de nous suivre parce qu'après ce plateau, nous allons écouter les acteurs politiques représentant des deux duos en place et même des partis qui ne sont pas dans la course de cette présidentielle. On va analyser la journée de scrutin ensemble, ouvrir des perspectives, pourquoi pas. Mais avant, pour transition, on va revoir les images du vote dans la capitale, à Porto Novo et autour dans le département de l'Ouémé. C'est Maro Donou qui était sur place toute cette journée de dimanche 12 avril 2026. 5 heures du matin, en ce 12 avril 2026, au siège du 5e arrondissement de Porto Novo. L'effervescence est déjà palpable. Les agents des postes de vote affluent pour le retrait du matériel électoral. Sur place, les opérations se déroulent dans de bonnes conditions. Ici, nous étions déjà là depuis 5 heures et les membres de poste de vote ont déjà commencé à prendre des pas. Donc actuellement, nous sommes en train de libérer les derniers. Aucun retard n'a été observé dans la distribution du matériel électoral, permettant ainsi une ouverture effective des bureaux de vote à l'heure prévue. Dès 7 heures, les premiers citoyens ont accompli leur devoir civique à Porto Novo. Oui, j'ai déjà voté. Très, très bien passé. Donc, j'exhorte les gens à venir voter massivement. C'est pour l'avenir de nos enfants. La même ponctualité a été observée dans la commune d'Apromisriti. Au centre de vote de Danto, l'honorable Louis Koukouemedji a lui aussi sacrifié
à la tradition républicaine en votant. Ce devoir citoyen que vient d'accomplir, non seulement est un droit précieux, mais c'est un devoir pour chaque citoyen pour la co-construction de notre nation, une nation forte, une nation prospère. Et ma joie est immense de voir que les populations sont massivement mobilisées pour accomplir ce devoir. Et ceci n'est rien d'autre que la matérialisation donc, de l'expression populaire que vous avez pu constater lors de ces 15 jours de campagne électorale. Ici, particulièrement à Kpro-Missete, ça a été un moment de prise de conscience collective, ça a été un moment de responsabilité citoyenne. Et c'est pourquoi vous avez pu noter l'ambiance festive qui a régné dans notre commune à Kpro-Missete ici depuis les 2 dernières semaines. Un peu plus loin, à 56 km de Porto Novo, la commune de Bonou a également enregistré ses premiers votants dès 7 heures. Je suis particulièrement heureux d'accomplir cette mission citoyenne, ce devoir citoyen, pour la simple raison que c'est la première fois d'abord qu'on vote pour un président de la République pour qu'il reste à sa place pendant 7 ans de vie commune. Deuxièmement, je suis heureux de constater qu'il y a la paix. Il y a une grande paix. Vous voyez, avant, c'était de grands bruits qui s'observaient dans ce marché d'Afamé. Mais aujourd'hui, tout le monde se lève tranquillement pour aller accomplir son devoir civique. Ce que je voulais demander aux uns aux autres, c'est de sortir massivement pour accomplir ce devoir. Parce que c'est absolument nécessaire qu'on sache, qu'on choisisse celui qui va nous diriger pendant 7 ans. Dans l'ensemble des départements de l'Ouémé du Plateau, le scrutin se déroule dans le calme et la discipline. Dans les communes de Ouida, Toribosito, Alada et Kpomase, la journée électorale s'est installée progressivement au rythme de l'ouverture des bureaux de vote dès 7 heures pour la plupart. Et ce matin, quand on est arrivé, on a procédé à la disposition des matériels et tout. Déjà, on a déjà fait le colisage des matériels avant. Donc, si un délégué vient, le président ou un assesseur, il prend son urne et son matériel. J'ai voté mon candidat. Je pense que nous sommes là pour la bonne cause. Plus tôt, les agents électoraux ont pris place, procédant aux dernières vérifications avant le démarrage effectif du scrutin. Alors je suis très content, plus de responsabilité que de joie parce que comme vous le voyez, la population est en train de sortir. Je suis très heureux de voter pour ce septennat parce que depuis 1990, c'est pour la première fois. Dans plusieurs centres parcourus, le dispositif était en place permettant aux premiers électeurs d'accomplir leur devoir civique dans des conditions globalement organisées. Nous avions sensibilisé nos frères et sœurs à sortir massivement pour venir voter. Je suis heureux, très heureux, et je suis heureux de constater que ce matin ils ont écouté les messages, ils sont sortis très nombreux. Je suis vraiment ému de voir tout ce monde. La population est sortie massivement. L'affluence était perceptible avec des files d'attente observées devant certains bureaux de vote. Je suis allé voter confiant que l'acte que je suis en train de poser permettra de donner à notre pays un nouveau président de la République. Et j'ai espoir que ce nouveau président travaillera de concert avec l'ensemble des Béninois à transformer qualitativement notre pays. J'ai fait le tour de plusieurs pots de vote, centres de vote à Tekame et dans Kpomase. C'est la joie. Tout se déroule bien. Vous verrez ce soir qu'il y aura du monde. Autre fait marquant de cette journée, la présence effective des agents de la Cour constitutionnelle aux côtés des observateurs issus de diverses institutions nationales et internationales. Tel que vous le constatez, l'affluence est progressiste. Donc juste là, l'attente reste à désirer. Peut-être jusqu'à ce soir, ça peut donner le résultat que nous espérons.
Mes assistants ont fait le tour de la ville. Tel que vous le constatez ici, ça a été presque la même chose au niveau de l'arrondissement. Les Béninoises et les Béninois sortent. Je sais bien qu'après les cultes du matin, que beaucoup sortiront davantage après. Je salue cette conscience citoyenne, cette conscience politique, cette conscience patriotique. Nous sommes en train tous de voter dans la paix et c'est le premier gain. Nous sommes en train tous de choisir un projet de société, c'est le deuxième gain. Et je pense que nous allons tous contribuer après ce scrutin à la réalisation des objectifs majeurs de notre pays. J'ai accompli mon devoir civique avec fierté et beaucoup d'honneur. L'ambiance qui règne partout où je suis passé et jusqu'à mon poste de vote, j'ai noté qu'il y a l'esprit civique qui prédomine. Et je voudrais juste inviter ceux qui traînent encore le pas à venir ici exhiber leur statut de bons citoyens en accomplissant dignement leur devoir civique, en choisissant le candidat qui portera l'espérance pour le bonheur de notre pays. C'est un devoir qui s'impose à nous tous. Comment appréciez-vous l'affluence de l'air? L'affluence, elle est moyenne pour l'instant et j'ai fort espoir que d'ici à là, ceux qui sont allés aux différents cultes afflueront et viendront accomplir ce devoir, j'en ai la certitude. Stabilité sociale, rêve de paix pour tous. Jeunesse vaillante, fer de lance, symbole de l'espérance. Dans la chaleur des mouvements, fait preuve de tempérance. Encourage par la rébellion, ne prends pas les armes. Accomplis tes devoirs civils, non à la violence. Ce qui nous unit est plus fort. Pour faire du Bénin une terre bénie, un meilleur havre de paix. N'encourage pas la rébellion, ne prends pas les armes. Accomplis tes devoirs civils, non à la violence. Ce qui nous unit est plus fort, brillons toutes les querelles. Pour faire du Bénin une terre bénie, un meilleur havre de paix. Nous sommes de retour en plateau sur Canal 3 Bénin en cette soirée électorale, nuit électorale avec un autre panel maintenant à la suite des universitaires et acteurs de la société civile dans un premier temps ce soir. Maintenant, nous sommes avec les acteurs politiques. Nous allons décrypter cette actualité politique majeure de l'année et qui est décisive pour les 7 autres années à venir, avec Maître Rufino d'Almeida. Il est le représentant du duo Wadani Talata sur ce plateau, ancien maire de la ville de Boïko, vous le connaissez, membre du bloc républicain. Maître d'Almeida, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ces discussions. Prosper Adoukonou est aussi avec nous, représentant du duo Romper-Rouanou. Il est conseiller juridique du parti Force Cori pour un Bénin émergent, parti dont porte les couleurs, parti dont les deux candidats portent les couleurs, pour dire le candidat au poste de président Paul Romper et le candidat au poste de vice-président Roch Judical Rouanou. Prosper Adoukonou, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté aussi notre invitation. Majid Izine est avec nous aussi. Il est le premier vice-président du parti Les Patriotes, Rassemblement des Kérékouistes. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Merci d'être avec nous. Wilfried Bameton est aussi là. Lui, il est membre de la plateforme Bénin Uni et Solidaire BUS. Bonsoir, monsieur Bameton. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Déjà, de façon générale, journée de scrutin, qu'est-ce que vous en dites? Comment avez-vous vu cette journée du 12 avril? Je vous donne la parole en premier, Prosper Adoukonou. Merci beaucoup. Bon, sur le plan organisationnel,
nous avons noté quand même que à l'heure, le vote a commencé, mais à certains endroits, le vote a débuté bien avant l'heure. C'est-à-dire que c'était prévu pour 7 heures, mais à certains postes de vote, le vote a commencé même avant 7 heures, 6h30 à certains endroits. Maintenant, le matériel était là. Le matériel a été bien déployé. Donc, sur le plan organisationnel, il n'y avait pas beaucoup de choses à redire, sauf que, à certains endroits, le vote a commencé bien avant l'heure. Bien avant l'heure. Rufino d'Almeida, vote avant l'heure par endroit. Sinon, comparativement aux législatives et communales couplées dernières, que diriez-vous de la journée de vote qu'on a eue ce dimanche au Bénin et dans les représentations consulaires? Merci beaucoup. Je pense que si vous écoutez un peu les commentaires sur les différents médias ainsi que sur les réseaux sociaux, chacun aurait compris que le vote s'est modifié. Comparé à bonifié carrément. Bonifié, comparé à ce que nous avons vu, ce à quoi nous avons assisté il y a quelques mois. Moi, je n'ai pas eu écho de ce que certains bureaux de vote aient ouvert avant l'heure. En tout cas, dans la zone que je connais le mieux, le vote a commencé à 7 heures. Et j'ai noté également que le dispositif déployé par la Sénat était en place et que les représentants, aussi bien des partis politiques, de la Cour constitutionnelle, étaient également présents. Je note de manière générale que le vote s'est déroulé dans un calme et dans une certaine effervescence sur tout l'étendue du territoire national, ce qui est un grand point, un nouveau point pour la démocratie béninoise. Bon, je reconnais aussi, comme M. Aloukonou, que la Sénat, pas la Sénat, la plateforme électorale de la société civile a fait état de quelques décalages horaires par endroit, de quelques petites interruptions aussi. Est-ce que cela entache la crédibilité, le déroulement du scrutin d'aujourd'hui, Madjélisé? Merci, M. Cléquin. Je pense qu'à écouter les deux derniers intervenants, je m'inscris dans la même perspective que sur le terrain, j'ai voté. Je pense que globalement, j'ai eu personnellement à parcourir du littoral jusque dans l'Omé, et voilà, pour rejoindre mon poste de vote dans mon village natal. J'ai vu que tout se passe très bien, donc je pense que c'est à saluer, c'est à mettre à l'actif de notre pays. Il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas de protestation. Donc je crois que sous réserve de connaître le taux de participation, ce que les institutions habilitées vont faire dans les heures à venir, on peut déjà quand même se féliciter de cela. Pour notre pays, ce n'est pas une question de mouvance ou d'opposition. Le pays nous appartient tous et donc lorsque un scrutin se déroule dans de bonnes conditions, il faut se féliciter. C'est la même Sénat qui a organisé les législatives couplées au communal et la présidentielle. On en a la même impression, Wilfried Bouameton? Bien évidemment, j'ai la même impression. De mon côté, les élections se sont bien déroulées. Et le taux de participation, comme l'a dit le maître, c'est vraiment bonifié. On n'en sait encore rien. On n'en sait absolument rien. Je le dis en fonction de ce que moi j'ai vécu sur le terrain, dans ma zone. J'ai vécu. Rien que dans votre milieu. Et vous ne saviez pas forcément le nombre d'inscrits. Bon, je ne pourrais pas dire rien que dans mon milieu parce que j'ai parcouru beaucoup de postes de vote. Je peux vous dire que je suis allé jusqu'à Ouida aujourd'hui pour voir. Mais ça, c'est encore le sud Bénin. Jusque-là, je peux dire, on a vécu les élections passées. Si même je m'en tiens jusqu'à ma zone, j'ai vécu les élections passées, c'est parce que j'ai vu les élections passées. Donc, si ça s'améliore là où je suis. Quel est le déterminant finalement? Parce que cette fois, on n'a que 2 candidats, ou parce que il s'agit de présidentielles, ou parce que c'est peut-être des projets de société beaucoup plus vendus. Quel est le déterminant de ce scrutin plus amélioré dans son organisation, selon vous? Bon, moi, je pense même que, pour moi, ce sont les mouvements qui ont lieu avant même la campagne électorale. C'est-à-dire les sensibilisations
En réalité, il y avait eu un certain dégoût, je vais dire un certain désintérêt pour les élections, et on avait compris que c'était une situation conjoncturelle. Lorsque les différents acteurs ont commencé par faire les tours pour sensibiliser, le peuple a compris qu'il y avait une nécessité à participer aux élections et que c'est une chose c'est devenu une obligation. Donc c'est pas à l'actif d'un acteur donné, mais c'est à l'actif de tout le peuple béninois. Ils ont compris que c'est notre chose, on a intérêt à participer parce que quand on ne le fait pas, les autres le feront à notre place. Rufino d'Almeida, des Béninois ont beaucoup plus voté avoir d'une perception, d'une vue globale. C'est l'impression que vous avez. Et si oui, vous l'aviez, quel serait le déterminant? Non, je pense que nous ne l'aurons pas. Je pense que l'offre politique a rencontré la demande politique. Ah bon? Et dans l'offre politique, je mets d'abord l'individu, le candidat, Romain Wadaï. Argentier a eu un bon parcours politique. Je pense qu'il a plutôt très bien géré les deniers de notre pays durant 10 ans, sans casserole. Il est jeune, il est dynamique, il est humble, il a de l'énergie. Je pense que les Béninois aiment cela. Ils l'ont radiographié. Ils savent qu'avec lui, la dynamique talent va continuer, voire même va s'amplifier. Deuxième chose, il y a eu son projet de société. D'accord, plus loin, ensemble. Notez bien, plus loin, mais ensemble. Autrement dit, il ne veut laisser personne de côté. Il veut travailler avec tout le monde. Et en cela, il y a eu des propositions fortes que, même jusque dans les hameaux les plus reculés, les gens ont retenues. Tenez par exemple. Non, on ne va pas reprendre les projets de société des candidats, sinon je serais obligé de donner le même temps de parole à M. Aboukonou pour rappeler les promesses de campagne du Rumbangwane. Non, je n'irai pas jusque-là. Je veux simplement dire que le fait de dire que les soins d'urgence, enfin les personnes en urgence vitale seront soignées immédiatement sans demander où sont leurs parents, comme ça se fait habituellement dans nos centres de santé, c'est des choses que les gens ont beaucoup aimé, beaucoup apprécié. Et je ne doute pas un seul instant que même M. Rompuy aussi doit apprécier ce genre de proposition. Décidément, son représentant ici nous le dira peut-être. Mais M. Aboukonou, est-ce que vous voyez des déterminants nouveaux dans le choix des Béninois? Votre candidat a-t-il fait faire sortir? Il a été candidat au poste de vice-président en 2021. Est-ce que vous pensez que parce qu'il est titularisé pour occuper la fonction politique cette fois, cela a fait sortir suffisamment de Béninois? Et si les chiffres nous sortent de son bureau de vote et des fiefs peut-être traditionnels du parti FCBE, qu'on verra qu'il y a eu des éléments nouveaux dans la conviction des Béninois pour aller au vote et opérer un choix? Je ne sais pas, mais là où moi j'ai été superviseur, je n'ai pas constaté qu'il y a vraiment eu affluence. On a voté dans des mêlées différents, c'est ça? Il n'y a pas eu affluence à Cotonou. Ah bon? Je vais vous donner quelques exemples. C'est votre opinion? Oui. Je vais vous donner quelques exemples. J'ai parcouru par exemple certains bureaux de vote où il y avait 529 inscrits. Enfin, 500 et quelques dans presque tous les bureaux de vote. Mais il y avait à peine 100 qui ont voté. Même moins de 100 dans certains bureaux de vote à Cotonou ici. Bon, avec ça, moi, je ne peux pas dire qu'il y a eu affluence. C'est peut-être dans le littoral et dans ces centres de vote que vous avez visités. Mais on n'a pas la réalité ailleurs. Je ne sais pas. Mais ce que moi, j'ai vu à Cotonou... Des observateurs électoraux un peu partout. Absolument. J'imagine mais ce que moi, j'ai vu à Cotonou, ce n'est pas l'affluence comme les amis le disent. Il n'y a pas eu affluence. Rufino d'Almeida, finalement, est-ce qu'il y a eu affluence? Il faut qu'on s'accorde. Les Béninois... A-t-on l'impression qu'ils sont davantage sortis pour cette présidentielle ou on va jouer un peu le ping-pong entre la majorité et l'opposition modérée sur ce plateau? Je pense que dans nos propos, nous devons respecter les institutions. La Sénat est habilitée à nous donner le taux de participation. C'est vrai que chacun de nous a une perception du vote. Moi, il y a la subjectivité de son camp politique. Non, même pas du tout. Je peux vous dire que dans un village appelé Rélou, à la sortie nord de Boycon, on a voisi quasiment les 98% de taux de participation. Carrément. D'accord? Mais dans le même temps, dans un autre village, le taux était beaucoup moindre. Dans le même Boycon. Ou dans le même Boycon. Donc, du coup, il est important qu'on attende que la Sénat vienne nous préciser ce qu'il en est du taux de participation. Encore que la question du taux de participation n'est pas une question béninoise. Vous savez que c'est une question
quasiment mondial. Le pays qui nous inspire souvent, le plus souvent, la France, a ce même problème. Je pense que les dernières élections en France, il y a moins de 55% de taux de participation. Vous voyez? Et donc, la France doit même jalouser le Bénin. C'est quand la dernière fois que le Bénin a fait plus de 50% de taux de participation, au point où cela a été un élément de campagne. Et ça, c'est un autre axe de nos discussions. Le taux de participation était un élément déterminant. Vous n'avez pas participé au jeu électoral, au parti dékérékouiste. Comment avez-vous vu l'élément taux de participation dans le débat public autour des programmes et projets de société pour le septennat qui vient pendant cette présidentielle? Comme je le disais, vous savez, pour des gens de ma génération, le vote, l'expression démocratique, le droit qu'on donne aux citoyens de s'exprimer, il faudrait qu'on travaille à faire comprendre l'importance du vote. C'est important pour le développement du village, de la commune, du pays. Et donc, ce n'est pas un enjeu politique, c'est-à-dire c'est important pour la vitalité démocratique. Donc, au niveau de notre mouvement, nous avons compris que les partis ou les mouvements qui soutenaient les différents duos avaient, surtout de la mouvance, ont bien fait de mettre l'accent sur la sensibilisation au taux de participation. C'était carrément une agression à un moment donné, parce qu'on en parlait tellement que je me suis demandé si on a autant cotisé une fois les Béninois pour aller aux urnes. C'est très important pour la légitimité de celui qui va être élu. Ah bon? Oui, tout à fait. C'est très important que, quel que soit celui qui va être élu, que le projet qu'il porte, s'il est plébiscité, cela dépend. Si vous êtes élu à 90% et que c'est seulement 5% de votants qui sont allés voter, ce n'est pas la même chose. Vous avez de quoi vous poser vous-même des questions. Et donc, c'est important que nous attendions. On a eu des scrutins récemment. Nous avons vu le taux de participation qui a aussi souvent fait l'objet de débats, de polémiques. Parce qu'il est en nette régression ces dernières années. Voilà. Apparemment, les Béninois ont d'autres chats à fouetter. Le jour de... Il y a aussi ils ont d'autres chats à fouetter. Non, j'ai dit apparemment. Apparemment, parce qu'on peut dire aussi qu'ils s'intéressent de moins en moins aux jeux politiques tels qu'ils se jouent. Par exemple, le jour du vote, si c'est un dimanche, par exemple, vous savez qu'il y a des confessions religieuses où nos compatriotes, ils vont à l'église, ils sortent quasiment après 14h, 15h. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Il y a des confessions religieuses. Quand les gens vont le matin, c'est à 14h. Dans ma communauté chrétienne, à 10h30 aujourd'hui, les cultes étaient terminés. C'est pour ça que je dis, il y en a, n'est-ce pas? Et donc, c'est un déterminant. Si c'est après cela que ceux compatriotes jugent d'aller voter, vous imaginez que si les bureaux vont fermer à 16h, à 16h30, ce qui a été le cas, j'ai vécu. Et moi, j'estime qu'on doit repousser ça un peu, surtout que quand c'est un dimanche. Voyez-vous, donc c'est des paramètres qui influencent également le taux de participation. Il y a les acteurs aussi. On peut se dire, qui joue le jeu électoral, ça peut amener à sortir ou non. Nous avons vu qu'il y a eu une forte mobilisation de votre côté. De sensibilisation. Oui, nous avons contribué. Comme je le disais, ce n'est pas un thème partisan. Quel que soit le bord que vous êtes, la participation des citoyens est importante pour la vitalité démocratique, pour le débat démocratique. Donc nous devons tous contribuer à sensibiliser les compatriotes à aller voter. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi nous pensons que c'était bien d'avoir mis l'accent sur cette sensibilisation-là. Attendons de voir les résultats que les institutions ont donné la promesse. Voilà, comme le maire l'a dit, chacun a sa perception. Là où moi je suis allé voter, j'ai constaté qu'il y avait de l'affluence. Par contre, en traversant la ville, j'ai vu qu'il y a des postes de vote, il n'y avait pas beaucoup de monde. Ça dépend du moment où je suis passé. Peut-être qu'avant ça, les électeurs étaient là. Peut-être qu'après mon passage, les électeurs étaient là. Et il n'y a que les chiffres du dépouillement pour nous situer. Tout à fait. Et nous devons encourager cela, que les institutions habilitées nous donnent les chiffres et qu'on les analyse. Oui, si vous permettez. Oui, nous sommes en train de faire face à une nouvelle donne qui n'existait pas dans notre pays. Laquelle? Avant, ce qu'on appelait la LEPI, il allait s'inscrire ceux qui voulaient, ceux qui avaient déjà une volonté de voter. Là, ce n'est pas le cas. Là, c'est automatiquement tous les Béninois en âge de voter qui sont d'office inscrits. Certains ne savent même pas qu'ils sont sur la liste.
Est-ce que c'est un élément convaincant? Parce que malgré la LEPI, on a vu le taux de participation de l'élection présidentielle de 2011. Est-ce que c'est un élément à avancer comme argument? Parce que malgré la LEPI, on a vu également les taux de participation de certains scrutins, comme la présidentielle 2016 aussi. Non, justement, en 2016, il n'y avait pas encore cela. Je suis en train de vous dire que nous sommes en train d'expérimenter une nouvelle donne, où systématiquement, même à leur insu, ceux qui ont 18 ans deviennent des électeurs. Et les primo-votants ne sont même pas informés, certains ne sont même pas informés qu'ils sont sur la liste. C'est un travail qui incombe à nous tous les citoyens. Car il y va de la vitalité, il y va de l'avenir de notre démocratie. Mais c'est un droit aussi. Un droit, on en jouit ou on n'en jouit pas. Oui. On n'est pas contraint. On a eu l'impression qu'on a harcelé les gens à jouir d'un droit. Non, parce que, étant donné... Non, on a forcé personne. Vous avez vu la police... Mais on a vu la campagne médiatique. Vous avez vu la police sur les réseaux. Amener quelqu'un... De force, non. Mais on a eu l'impression vraiment en 2016... Il fallait voter ou... Oui, mais en 2016, il n'y avait pas autant de... ce que vous appelez les réseaux sociaux. Il n'était pas aussi... Mais il y en avait quand même. Oui, il y en avait. Mais aujourd'hui, c'est des instruments incontournables. Tout le monde en use, voire même en abuse. Donc, vous avez dit entre nous, Rufino D'Almeida. Revenons vraiment. Est-ce qu'on a besoin d'appeler autant quelqu'un au vote pour qu'il aille aux urnes? Ma contribution, M. Clécan. Oui. Il est vrai. Je ne vous oublie pas. Je vous donne la parole. Oui, les candidats. Il n'y en a qu'un seul qui a mis l'accent sur les questions qui fâchent un peu. Il y a beaucoup de nos compatriotes dont les parents sont en prison. Absolument. Qui sont dans des situations qu'on ne souhaiterait pas. C'est possible que pendant qu'une bonne partie fait la sensibilisation pour aller voter, ceux qui se sentent encore frustrés fassent le contraire. Et il ne manque pas de frustrés. Il y a toujours des frustrés. Et donc, c'est pour ça qu'on va y arriver. Ça fait partie des sujets que quel que soit celui qui sera élu, il faut mettre sur la table. Nous avons beaucoup On va parler des enjeux du secteur à s'ouvrir. Wilfried Azametor, le bus, j'ai joué des reportages dans des éditions ici sur Canal 3, ça a mis vraiment un bus en place pour la participation. Est-ce qu'avant on avait besoin de bus pour faire dire aux gens qu'ils doivent aller voter? Oui, naturellement. Pourquoi Moi, je vois la chose autrement. Comment? Nous, on doit comprendre en réalité que les élections de proximité donnent un taux de participation davantage plus élevé que les élections comme l'élection présidentielle. Et pourtant, c'est l'inverse. Non, suivez-moi. Lorsque, par exemple, il faut comprendre que nous sommes, comme le disait le maître, nous sommes dans une nouvelle donne. Aujourd'hui, nous avons eu un nombre de candidats aussi squelettique, deux duos de candidats. Avant, vous avez pratiquement 10 à 15 candidats. Et donc, cette proximité, ce nombre-là fait que ce taux de participation peut être un peu plus élevé que si nous avons un ou deux candidats. Donc, les électeurs ne se retrouvent pas dans l'offre politique. Ce n'est pas ça. Les électeurs se retrouvent dans l'offre politique. Mais pourquoi ils ne sortent pas? Et on est obligé de le leur sonner. La sensibilisation que Bus faisait, c'était en réalité... Sans prêcher pour Bus. Non, sans du tout prêcher. Absolument. Nous sommes dans une nuit électorale. Les discours politiques, ils sont terminés, on attend les chiffres. Justement. En réalité, c'est au regard de ce qui s'est passé pour les élections, les dernières élections, qu'il était nécessaire quand même d'aller convaincre le peuple qu'en réalité, ce n'est pas facultatif. C'est un droit qu'il faut exprimer. D'accord? C'est un devoir. Donc, le peuple doit voter. Et cette sensibilisation, on devrait le faire parce qu'on sait que le nombre de candidats est relativement réduit. Donc, il faut leur dire, vous n'avez plus forcément votre parent dedans, mais ceux qui sont là, c'est un projet de société qu'ils sont en train de défendre. Donc, retrouvez-vous à travers le projet de société que de chercher à vous retrouver à travers celui qui est plus proche de vous. Sans oublier les candidats recalés. Parce que ça, on va faire le débat. Il y en a eu, il y a ces formations politiques qui auraient voulu être candidats, qui ont exprimé le besoin, ont enclenché même des procédures pour avoir part à cette présidentielle, à cette messe de la démocratie, qui n'y sont pas. N'est-ce pas des questions qui amènent des gens ou des intérêts qui suscitent ces questions? Et vous, votre candidat, Prosper Lukonou, il n'a pas parlé de taux de participation, à moins que je n'ai pas bien suivi sa campagne. Comment il n'a pas parlé de taux de participation? Je ne l'ai pas vu dans l'opération de charme et de inviter son équipe de campagne n'a pas fait ça. Massivement pour aller voter. Ça, dans les termes de campagne. Ce n'était pas un grand enjeu chez vous? Oui, c'était un enjeu. Parce que, comme l'a dit quelqu'un, le taux de participation est important dans un scrutin. Parce que
surtout le scrutin présidentiel, si le taux de participation est très bas, il y a une question de légitimité qui se pose. Je crois que tous les candidats ont mis l'accent sur le taux de participation. Mais à l'arrivée, j'ai constaté à Cotonou aujourd'hui qu'il n'y avait pas affluence. Bon, comme... C'est votre constat. Oui. Comme l'ont dit certains, nous attendons les chiffres. Les Rufino d'Almeida, question à double volet. Les fâchés, ça aussi explique les participations ou le taux de participation ou aussi la question des mouvements, tous azimuts, les grands partis finalement. Je n'ai pas eu l'impression qu'ils ont encore existé et des mouvements. J'ai même entendu des discours comme quoi, si vous ne votez pas suffisamment, si Wadaï il est élu, il ne va pas vous construire des routes ici. On n'est pas un espace républicain quand même, Rufino d'Almeida. Monsieur le journaliste, je ne sais pas s'ils ont fait la même campagne. Moi, je viens de Bénin profond. Bénin profond. Ah, Boïko, il n'est pas si profond. Je viens de Bénin profond. Boïko n'est pas un Bénin profond. Je vous rappelle que j'étais superviseur et qu'à ce titre, je suis allé au fin fond de Tidja, au fin fond d'Agbaïzou et ailleurs. Et je peux vous dire que partout, la campagne, s'agissant du duo de candidats Wadaï Talata, a été animée principalement, pour ne pas dire essentiellement, par les partis soutenant l'action gouvernementale, c'est-à-dire le Bord républicain dont je fais partie, l'UPR et puis Moël. Et c'est nous qui avons animé. Qu'il y ait des mouvements qui viennent soutenir tel ou tel candidat, tel ou tel duo, ce n'est pas nouveau. Pourquoi cela vous étonne? Ce n'est pas nouveau. Je pense que vous voulez les partis forts. Tout temps. C'est la réforme dont on nous a parlé. Et donc Patrice Talon se satisfaisait aujourd'hui. Les partis sont forts. Regardez bien. Les deux duos émanent des partis politiques. C'est des militants de partis politiques. C'est fini. On ne connaissait pas le grand militantisme de votre candidat. C'est fini. On ne l'a pas connu. C'est fini. Je ne connais pas le grand parcours militant de votre candidat. Ah bon? Et vous pensez que... Même s'il est l'émanation de formation politique. Vous pensez que quand on appartient à un gouvernement, c'est d'abord une centre politique. On est bien d'accord. Et quand on tient l'argent d'un État durant 10 ans, vous pensez que... on n'a pas eu le temps de faire son parcours. Vous savez, je vais vous dire ceci. Vous savez quand moi j'ai connu le candidat Wadaï, c'était en 2011 à Paris. Dans un cadre purement politique. Je n'en dirai pas plus. Et quand vous suivez, non mais regardez, en 15 jours, d'accord, il a fait plus de 50 meetings politiques. D'accord, sans doute, sans rien. Il a affronté son public. Il a eu une osmose entre lui et son public. Il y a eu une adhésion entre lui et son public. Et pourtant, on n'a pas eu la fièvre électorale. Mais qu'est-ce que vous en savez? J'en sais beaucoup. Qu'est-ce que vous en savez? Je vous ai dit. On n'a pas eu dans tous les quartiers de Cotonou, dans Cotonou, avant les Calavis, on a passé le clair du temps. Cotonou, je n'ai pas eu la fièvre électorale des années présidentielles antérieures. Permettez-moi de vous dire Cotonou, c'est une commune sur 77. Il reste encore 76 grosses communes. Mais qui est bondée comme on l'imaginerait. D'accord. Et vous devez savoir que beaucoup de Cotounois, en période électorale, vont dans leur village pour voter. C'était la réponse de Rufino d'Almeida. On va parler dans la suite de cette émission de l'adhésion ou de l'aboutissement des réformes politiques, comme Patrice Talon a semblé le dire aujourd'hui. Lui, il est content d'avoir amorcé ces réformes politiques parce que pour lui, il n'y a pas eu de tapage. Les Béninois se sont tous ralliés à la réforme politique et il en est content. Compréhension, adhésion ou résignation? Prosper Alukoné. Résignation. Pourquoi? Puisque vous êtes aussi résigné en participant à ce scrutin. Vous avez tiré votre épingle du jeu quand même. Attendez. Je crois que le système partisan, il y a beaucoup à redire sur ce système partisan. Qu'est-ce que vous avez à dire? Patrice Talon applaudit, il voit que tout est beau. Qu'est-ce que vous voyez il ne peut pas se contredire. Et vous le contredisez en disant quoi? Quels sont les éléments que vous avez je pense pour le contredire? Comme ils l'ont dit tout à l'heure, il y a des partis politiques qui doivent soutenir le candidat Wadaï. Mais nous avons constaté que parallèlement, il y a une flopée de mouvements qui accompagnent la campagne en laissant de côté les deux grands partis qui devraient normalement prendre les devants ils en ont le de droit. cette campagne. Ces gens. Non,
Non. Le système partisan, normalement, c'est les deux partis qui devraient prendre les devants. Les mouvements seraient derrière. Mais nous constatons que pour le candidat Wadaï, c'est les mouvements. Vous dites ça parce que vous n'avez pas eu des mouvements pour vous soutenir. Nous avons eu des mouvements qui nous ont soutenus. Mais nous avons suivi. Nous, on a été même plus royalistes que le roi. Ah bon? C'est-à-dire que nous, notre candidat sort directement de notre parti. Mais nous ne savons pas à quel parti appartient le candidat Wadaï. Et si vous pouvez nous informer, il est de quel parti? Lui-même se défend. Il est à côté de vous. Il se défend de n'être d'aucun parti. Alors, dans ces conditions, est-ce que le système partisan suit son cours comme le dit le président Talon? Je ne crois pas. C'est vrai que c'est une bonne chose d'avoir réformé le système partisan en disant que désormais, les candidats à l'élection présidentielle doivent sortir des partis politiques. Mais nous constatons que des deux candidats, des deux duos de candidats, c'est le duo Humpé Wada et comment on appelle Nwanou, qui respecte le mieux le système partisan mis en place par le président Talon. Patrice Talon voit qu'il n'y a pas de boycott, ce n'est pas comme en 2019 où des incidents de violence sont signalés, ce n'est pas comme en 2021 avec des slogans, une campagne hostile à la limite, ce n'est pas comme quelques années qui sont déjà... Patrice Talon trouve que le climat de déroulement de la campagne électorale et le déroulement de ce scrutin aujourd'hui est une prime à une réforme dont la mayonnaise vient de prendre. Est-ce que c'est votre opinion aussi chez les kérikouistes? Je pense que, à l'évidence, il faut remonter quelques semaines en arrière. Ce n'est pas la fin que le climat, enfin l'ambiance qui règne à la fin, après les mouvements allant dans tous les sens, qui constitue le baromètre de l'aboutissement ou pas. Est-ce que les citoyens se retrouvent dans toutes ces réformes? Il faut plutôt remonter au lendemain de la désignation des candidats chez les démocrates et chez d'autres pour voir quel était l'écho au sein de la population. Ce que nous retenons, et notre souhait, ce n'est pas de trop regarder dans le rétroviseur. Nous avons constaté que les réformes, il n'y a pas eu suffisamment de pédagogie, où nous avons constaté à un moment donné que peut-être qu'il y a une volonté de ne pas permettre l'émergence de nouveaux partis politiques, même si nous sommes tous d'accord qu'il faut en réduire le nombre. Mais la tendance... Vous dites ça parce que vous avez vu le jour quelques jours avant... Voilà, justement, le congrès a eu lieu en novembre 2024. Oui. Le processus de requête de l'autorisation, enfin, au plan administratif, tout le processus a été fait. Et donc, nous avons reçu des réponses du ministère qui n'allaient pas dans le sens de ce que nous souhaitions. Il faut reprendre des dossiers, corriger, aller faire des va-et-vient, c'est important. Mais nous avons constaté tout simplement qu'il n'y a pas eu suffisamment d'accompagnement de la part de l'administration. D'accord, c'est ça. On doit avoir le même accompagnement que quand on veut créer une entreprise. D'accord, vous comprenez. Donc, lorsque des citoyens se lèvent et disent que ils ont des idées pour faire avancer le pays, il faut leur permettre de s'exprimer. Ça, c'était votre idée rapide. Voilà, tout à fait. Quitte à ce qu'après, ils trouvent les moyens de participer avec d'autres formations à l'animation de la vie politique. Et donc, ça, c'est l'obligation des pouvoirs publics de le faire. Et donc, comme je le disais, aujourd'hui, nous constatons que il y a un certain consensus, je vais dire comme ça. Après le vote sur la loi sur la programmation du développement, la vision 2026, on voit l'émergence des concepts. La vision 2060. Voilà, 60, pardon. Et donc le pacte républicain, un certain nombre de choses dans lesquelles nous ne nous retrouvons pas. Mais nous sommes décidés, nous, à ne pas faire sans les réformes, d'aller à l'école des réformes. Donc résignation alors? Non, ce n'est pas de la résignation. Qu'est-ce que c'est? La résilience. C'est de la résilience. Voilà. Résignation, on doit s'adapter. Résilience, voilà. On doit s'adapter. Accompagnement ou continuité. On doit s'adapter parce que les réformes ne sont pas forcément faites contre quelqu'un. C'est pour le bien du pays.
Et Patrice Talon trouve que c'est abouti aujourd'hui. Ça peut ne pas être abouti, mais c'est important. Ensemble, on aille à l'école de réforme. Est inhérent à tout système. Lorsqu'il y a de nouvelles réformes, il y a forcément des adhérents, il y a des résistants et il y a des réticents. Mais lorsqu'ils vont voir se dérouler normalement le programme, ils vont adhérer. Il y a d'autres qui vont rallier le rang, forcément. Je pense que le président disant qu'il se satisfait de... quoi déjà c'est le bus. Oui, non, je pense que le discours a été leur discours pendant la campagne. C'est un élément de campagne. Pas forcément. Bon. Mais je dis, le président, en disant qu'il se satisfait de l'aboutissement ou bien de la réussite de ces réformes, il ne ment pas. Il ne sait pas qu'il ne va pas se contredire. Et nous sommes tous béninois, on a vécu, je pense que sur ce plateau n'est pas aussi jeune que ça, nous avons vécu plusieurs systèmes et je le redis, c'est inhérent à tout système. On ne peut jamais avoir des réformes où les gens vont adhérer automatiquement, ce n'est pas possible. Et si vous faites recours ou bien référence à ce qui s'est peut-être passé pour les élections présidentielles passées, l'engouement que nous avons eu pour cette élection, on n'a pas eu cet engouement pour les élections de 2021. On n'a pas eu ça. Il n'y a pas eu autant de partis qui voudraient aussi aller aux élections. Quand vous prenez cette élection, il y a d'autres qui ont compris le bien fondé des réformes et qui veulent participer. Moi, de mon point de vue, je pense que pour tout changement organisationnel, il y a forcément des résistants. Et ceux-là, à force de côtoyer, je vais dire, le système, ils vont comprendre que quand même c'est bien fondé, ils vont adhérer. Les réformes politiques de 2016 à aujourd'hui ont désormais moins de réticents et beaucoup plus d'adhérents, selon Patrice Talon. Rufino d'Almeida, est-ce votre opinion aussi? Monsieur le journaliste, vous savez, moi j'ai envie de répondre par une maxime que vous connaissez bien. Quand je me regarde, j'ai peur. Quand je me compare, je me rassure. Toute l'Afrique est en train d'acclamer le Bénin. Voilà que les Béninois sont là, s'il vous plaît. Comment vous voyez ça? Où acclament-ils? Ces applaudissements viennent d'où? Vous n'avez, écoutez, prenez quasiment tous les pays, notamment les pays francophones. D'accord? Le président végète au pouvoir. Le nôtre, après les 2 mandats constitutionnels, veut quitter. Vitalité de la démocratie. Oui. Nous avons une liste électorale qui n'est contestée par personne. Vitalité de la démocratie. D'accord? Nous avons des hommes politiques qui sont venus devant le peuple avec un projet de société. Vitalité politique. Mais ces éléments ne sont pas nouveaux. L'alternance avant Patrice Talon venait. Je peux vous dire. Depuis le changement au nouveau départ, l'offre politique, je peux vous dire qu'en 2011, le débat, c'était on n'était pas d'accord avec la LEPI. C'était ça le débat en 2011. D'accord? En 2016, j'étais membre fondateur de la coalition Rupture. D'accord? Je peux vous dire que nous avons une flopée de candidats au point que sur le bulletin, on a même eu du mal à positionner les candidats. Vous voulez qu'on revienne encore au temps où certains se présentaient comme représentants des buveurs de bière? Non, le Bénin a passé ce cap. Absolument. Avançons. Donc, plus loin, une manège qui a désormais. Plus loin, ensemble. Ça, c'est un slogan de campagne. Se poursuit. Il poursuit, Maître Rufino d'Almeida. Il connaît bien la loi, mais il a envie de le mettre dans un pétrin. Non, mais le vote est fini. Les slogans de campagne sont aussi terminés. Non, si vous restez dans les feux, vous criez plus loin ensemble, ça nous est fini. On ne va pas faire ça sur le plateau. Peut-être dans les feux tricolores. Moi, ce qui me réjouit, pour vous dire la vérité, ce qui me réjouit, dans beaucoup de pays, quand il y a élection, c'est des morts à perte de vue. C'est des balles qui sifflent, c'est des contestations, etc. Ici au Bénin, on n'a rien. Mieux encore, les pontes politiques du pays, le président du Doni Nicéphore Soglo, d'accord, l'aile de l'ancien président représenté par son fils, Yahi Boni Chabi Yahi. D'accord? Résignation alors? Non, je continue encore. Oui, non, on va pas étaler tout ça. Oui. Monsieur, il y a eu beaucoup de soutien. Tout cela, résilience ou résilience? Mon grand tonton, le président Ousmane Batoko. Attendez, mais ils ne sont pas des novices en politique. Tout cela apporte leur soutien. C'est une résignation ou une résilience? Non, pas du tout. C'est que l'offre politique que représente Robert Ouadaï a rencontré la demande. D'accord. Merci d'avoir prêché ainsi pour votre paroisse. On va poursuivre ce débat en parlant des défis du septennat qui s'ouvre.
si Rompé Rouanou gagnait le pouvoir à l'issue de cette élection, ou si Wadagne Talata remporte cette élection, que faut-il absolument faire dans les 7 années qui viennent, selon vous? Je crois qu'il faut améliorer encore la gouvernance actuelle. Gouvernance politique, économique, oui, politique surtout. La oui. démocratie a reçu beaucoup de coups pendant les 10 dernières années. Et il faut vraiment améliorer les choses dans ce domaine-là. Vous voulez remettre le en Bénin cause, a beaucoup reculé en démocratie. Ça, il faut dire la vérité. C'est-à-dire que il ne suffit pas de voir un peuple pacifique comme le Bénin pour dire que tout va bien. Les gens... Vous revenez à votre résignation, bien sûr, à laquelle vous faisiez allusion. Il faut beaucoup améliorer les choses sur le plan démocratique. Parce que le Bénin a reculé. Sur le plan économique, c'est vrai, nous avons connu un peu d'avancée, mais sur le plan social, il y a beaucoup de problèmes. Au niveau de la santé, il faut vraiment améliorer les soins de santé primaires. Au niveau de l'éducation, vraiment pendant ces 10 dernières années, le Bénin n'a pas trop avancé. Je crois qu'il faut beaucoup améliorer ces 2 domaines-là. Domaine éducation, domaine santé. Le reste, je crois que... Majidzi, je n'ai pas vu un seul amphithéâtre pendant 10 ans construit dans une seule université. Vous pensez comme Prosper Adoukonou que l'éducation est un levier important, malgré les choses qui sont faites, celles qui sont bien faites et moins bien faites, oui. pour le septennat qui vient? Je voudrais justement que cette partie de l'émission, on y consacre un peu du temps, parce que c'est ça qui doit intéresser les Béninois. Absolument. C'est pas sûr que tous les Béninois aient lu tous les projets de société. Pas du tout. Or, qu'est-ce qui doit faire en sorte que, tel que le maire le disait, avec cette adhésion, en citant les personnalités et tout, nous-mêmes, au niveau du mouvement de notre jeune parti, les Patriotes, nous avons remarqué une certaine convergence, des idées qu'on développe depuis quelques années. Il faut avouer, nous avons analysé les offres en présence et nous avons constaté que le duo Wadagne et Talata a élaboré un document, un très bon document, avec des aspects à améliorer. Les principaux défis. Comme il l'a mentionné, M. Adoukonou, nous pensons que s'il faut rester fidèle à ce slogan, il y en a encore beaucoup qui manquent, qui doivent être autour de la table. Il faut rassembler les Béninois. Travailler avec tout le monde, c'est y compris ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas. Mais les fâchés, quand ils ne veulent pas venir à la table, les gens ont fait déclaration, ils sont rentrés dans le rang. Eux, ils ne l'ont pas voulu. Ça n'a rien à voir avec rentrer dans le rang. C'est quoi alors? Voilà, justement. C'est la responsabilité lorsque, quel que soit celui qui sera élu, nous pensons, nous soutenons, nous avons accompagné le projet de duo, nous pensons que celui qui sera élu a la responsabilité. Le premier défi, c'est le grand rassemblement national. Le grand rassemblement national. Pas seulement ceux que, quel que soit. Je pense qu'il a été dit, des dialogues citoyens, des trucs de ce genre, c'est important. Que nos compatriotes, qui pour une raison ou une autre, ont été forcés de quitter le pays, on doit trouver les moyens de faire en sorte qu'ils viennent aussi apporter leur contribution à la construction du pays. Toutes les compétences dont le pays regorge, à l'intérieur comme à l'extérieur. Premier défi. Oui, ensuite. Le deuxième défi, puisque c'est ça, c'est le contrat que nous avons. Rester ensemble pour reconstruire le pays. Et donc, le capital humain, il est très important. Vous-même, vous l'avez dit. Il y a eu certes des avancées, il y a eu des réformes dans le secteur de l'éducation, mais reconnaissez, il a reconnu lui-même, le candidat, que moi, à titre personnel, j'ai vu les universités, j'ai eu à animer beaucoup de séances avec les jeunes, et je vois des amphis qui sont hyper remplis. C'est énorme. Comment on fait en 7 ans
pour relever ce défi. Globalement, le capital humain... Est-ce que c'est un défi qu'on peut relever dans un secteur? Le défi, c'est la croissance démographique. On est d'accord, c'est la croissance démographique. Et là, vous prenez votre casquette d'économiste. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire, on fait comment pour résoudre l'équation? On est d'accord avec les moyens limités que nous avons et ce défi de former. Donc c'est un défi. Tout à fait. La liaison. Exactement. C'est pour ça. Croissance démographique et besoin tout à fait. C'est pour ça qu'il faudra faire des arbitrages. Si on met toutes les ressources que nous avons uniquement dans les infrastructures, il faut qu'on trouve la solution. Comment on développe le capital humain qui va consommer? Il faut des consommateurs, des biens et services. Il faut des citoyens bien formés. Donc, il y a des réformes. Maintenant, il faut investir dans l'homme, dans le capital humain. Rufino d'Almeida. Vous permettez? Oui. Au plan économique, justement, au plan économique, vous avez vu que autour de nous, avec le Burkina, avec le Niger, on a des difficultés. Alors que c'est des marchés d'écoulement pour une bonne partie de la production nationale. Au-delà de la coopération diplomatique. Tout à fait, c'est très important. Et donc, c'est des défis, des sujets sur lesquels nous sommes prêts à travailler, à apporter des idées au futur président. C'est très important parce que, aussi, vous voyez le grand défi qui émerge, le conflit actuellement au Moyen-Orient. Ça a une implication en termes de choc exogène pour des économies comme les nôtres, quelles que soient les performances que nous avons. Et donc, nous ne devons pas rester comme si on n'est pas concerné. Nous devons nous exprimer et apporter notre contribution aux efforts de la communauté internationale pour que ces genres de conflits puissent trouver rapidement des solutions. Absolument. Donc, voilà quelques éléments. Les éléments de politique internationale interpellent très peu dans le débat national souvent, mais ce qui touche le Qatar, ce n'est pas une économie comme le Bénin que cela ne va pas toucher. Rufino d'Almeida, unité nationale, éducation, capital humain, économie, avec une coopération sous-régionale, voilà des axes. Si votre candidat il est élu, vous allez me dire que son projet de société englobe tout ça. Mais si c'était Onkwe Rouanou qui le faisait, qui était élu, qu'est-ce qu'ils doivent obligatoirement faire et relever comme défi dans les 7 ans qui viennent? Bien évidemment, je ne souhaite pas que ce soit Onkwe. Mais ça peut arriver parce qu'ils sont candidats. Je souhaiterais que ce soit Wadaï. Et dans tous les cas, qui que ce soit, c'est le défi majeur, c'est de garder la dynamique talent. Vous voyez, finalement, il devient un référentiel. Oui. Mais écoutez, seul Dieu n'a pas de défaut. D'accord? Tout le monde a des défauts. Dès que vous êtes humain, vous avez des défauts. On ne peut pas dire qu'il a tout bien fait. Garder la dynamique et corriger les insuffisances. Mais enfin... il y a au moins des insuffisances à corriger. Reconnu par l'économie, l'éducation, reconnu par à tous les niveaux. J'ai tiqué tout à l'heure lorsque vous dites que en 10 ans, il n'y a pas eu un seul amphi construit au Bénin. Mais non! Vous ne verrez aucune période de l'histoire de notre pays où on a autant investi pour l'éducation. Tenez par exemple. Prenez rien que ces City. Au niveau du coût primaire. City, on sait qu'ils peuvent y aller. On sait qu'ils peuvent y aller. Non. Tous les bénévoles peuvent aller sur ces métiers. Aujourd'hui, nous avons la qu'il faut Aujourd'hui, nous avons l'African Design School qui est devenue en peu de temps, quelques années, une école référence. Ça coûte combien de fonctionnaires de l'État peuvent envoyer leurs enfants? Si vous avez bien lu le projet société de mon candidat, vous verrez qu'il a déclaré la gratuité de l'enseignement secondaire à toutes les filles. C'est un grand début. Vous dites qu'il n'y a pas d'amphi construit. Allez à Bobé, allez regarder l'Université des sciences techniques. C'est en construction. CB City, c'est plus de 300 milliards. C'est en construction. C'est suffisant, selon vous? Non, écoutez-moi bien. On n'aurait jamais autant construit de lycées agricoles. Attention. Le maire n'allons pas sur ce terrain parce qu'il y a les lycées agricoles que nous espérons toujours, mais que nous ne voyons pas. Attendez. Le maire semble oublier une mesure phare du projet. Non. Je n'ai rien oublié. Les cantines scolaires. C'est les 6 régions du pays. C'est le temps qu'on me donne. Les 6 régions du pays. J'aurais aimé que le maire mette l'accent sur ça. Le développement équilibré du territoire. Ça, c'est une mesure très importante. Il dit il n'y aura pas de développement à toute vitesse dans notre pays. Voilà. Toutes les régions, tous les compartiments de notre pays seront développés. Et pour ça, nous allons diviser le pays en 6 régions. Autrement, dans les anciennes provinces, ceux qui ont mon âge. D'accord. Et puis, on va propulser le développement à travers ces 6 régions. Autrement dit, plus personne ne se plaindra.
Vous voyez, le président. Vous parlez de capital humain. Quand on parle de la construction du centre universitaire international de Parakou, c'est pas renforcer le capital humain. Lorsque les grandes réformes s'agissant de l'enseignement technique et professionnel, actuellement, plus de au moins 6 lycées techniques sont en construction, dont celui de Boycon. Donc il faut continuer cette dynamique. Il y a même le lycée des sciences des jeunes filles. Attendez, on n'a jamais autant travaillé pour l'éducation que maintenant. Et vous oubliez la mesure phare de ces 10 dernières années. D'accord? La cantine scolaire gratuite, ou quasiment gratuite, parce que c'est une modique somme qui est demandée aux parents, pour tous les enfants au primaire. Donc rien à améliorer, tout ce qui est fait est déjà si bien que voilà, il doit continuer. Et puis, dans tous les cas, quiconque vient, la personne doit épouser la dynamique talent. Et si la personne n'est pas pour la dynamique talent? Écoutez, moi je ne suis pas pour épouser la nouvelle vision. Moi je ne suis pas pour qu'on marque le pas. Aujourd'hui, est-ce que l'unité nationale est un chantier? Bien sûr que c'est un chantier. Est-ce que le prochain président de la République doit davantage faire moins de fâchés, selon vous, Rufino d'Almeida? Très bien. Ben, ça dépend. Si les fâchés violent les thèses de la République, ils resteraient éternellement fâchés. Mais dans tous les cas, regardez le slogan. Plus loin, ensemble. Ça veut tout dire. Et je voudrais répondre à mon vis-à-vis pour dire, lors de la présence du projet de société, le candidat Ouaddaï dit ceci. Nous allons profiter du changement à la tête de l'État pour refaire le tour de nos voisins. Il a tout dit. Merci. Il est suffisamment convaincu de son candidat, Maître Rufino d'Almeida. Cela ne m'étonne pas, je le connais bien dans cet exercice. Oui, vous savez, on est en train de conclure déjà. Je dois quand même me prononcer sur... Oui, sur les défis. Par égalité de temps. Oui, justement. Je ne dirai pas autre chose que ce que disaient déjà mes prédécesseurs, surtout le maire. Le candidat Ouaddaï a déjà... je ne sais pas si vous lisez vraiment le projet de société du candidat. Il a tout dit. Le vrai défi qu'il a, c'est d'arriver à se coller à ce projet de société. De ne pas se défaire de ce projet de société. S'il arrive déjà... Le pouvoir est une chose. C'est justement ce pourquoi je dis. Le vrai défi qu'il a, en réalité, c'est pas de voir... Vous le voyez déjà élu dans votre travail. C'est moi mon plus grand souhait. C'est mon plus grand souhait. Mais supposons qu'il n'était pas élu. Non, s'il n'était pas élu... Quel que soit la tête de celui qui vient à la tête, qui vient reformer au Bénin, qu'il y ait des choses à faire. Quelle que soit la tête de celui qui viendrait au pouvoir, moi la seule leçon que je donnerais, c'est de venir à l'école de Ouaddaï. Celui qui viendra au pouvoir, si éventuellement, ce qui me surprendrait, parce que mon plus grand souhait, c'est qu'il vienne, parce que au-delà de l'homme, sa vision. Parce que, en tant que jeune, quand vous lisez le projet de société du candidat, c'est formidable. Déjà, on a lu le projet de société de Patrice Talon. Justement, mais Patrice Talon ne sait pas Patrice Talon a des écrits de campagne d'un candidat. Parle des défis du septennat qui vient. Non, si Patrice Talon voulait s'éloigner de son projet de société, il n'allait pas faire ce qu'il est en train de faire. Parce qu'à un moment donné, il s'est trouvé dans un contexte où il a eu beaucoup de contingences. Mais il a dit, je dois tenir. Et ne nous mentons pas, il a tenu. Il a tenu et les résultats sont élogieux. Moi, je répète, le seul défi du candidat, c'est de se coller à son projet de société et de maintenir ce qui est bien. On va commencer par conclure. C'était mon tour. Vous savez, c'est une soirée électorale très importante. Notre souhait, bien sûr, c'est de voir le candidat, le duo du candidat Ouaddaï Talata remporter cette élection. C'est votre souhait chez les patriotes, Rassemblement des Crédits. Donc finalement, il n'y a que nous encourageons qui prêche pour... Qui vous l'a dit? Peut-être que dans son fond intérieur... Non, on va pas lui prêter attention, il est là, il aura tout à fait la parole. C'est très important. Il y a des acquis solides. Il a reconnu lui-même avec beaucoup d'humilité des insuffisances. L'extrême pauvreté. Exemple. C'est une réalité. Il a dit, ça, c'est insupportable. Les compétences, il faut qu'il fasse preuve d'humilité et fasse du discernement et écoute les nouvelles propositions. Ça, c'était un projet. Une fois la victoire est là, il faut s'asseoir. Élaborer un programme d'action du gouvernement. On est d'accord? À laquelle les forces comme les nôtres sont prêtes à contribuer. Avec nos expériences, avec les profils, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. C'est très important. Ensemble, nous allons apporter les contributions à améliorer les idées qu'il a
à les affiner pour que de manière réaliste, en 7 ans, qu'est-ce qui est faisable? Surtout qu'on parle de trêve. S'il y a trêve, alors comment occuper tous ceux qui vont faire cette trêve-là? Je ne sais pas s'il a la solution pour ça. C'est la réforme. On pense que tout le monde en est convaincu. C'est l'opinion de certains. Notre appel, c'est vraiment que cette trêve-là, on la prenne pour bâtir notre pays ensemble. Tout en préservant la liberté d'expression, tout en garantissant, ça c'est sa responsabilité en tant que président, en garantissant les libertés telles que prévues par notre Constitution. C'est très important. En ce moment, nous allons pouvoir faire les pas ensemble et surtout avec une nouvelle énergie, de nouvelles têtes, de nouvelles façons de voir. On ne renie pas les acquis, on va corriger les insuffisances, mais en préservant la dignité de nos compatriotes. Wilfried Bameton, on va conclure ces échanges de la nuit électorale sur Canal 3 Bénin. Alors je dirais juste que nous avons passé une belle soirée ensemble et tous les sujets qui ont été abordés sont d'une certaine importance pour le pays. Et notre souhait, c'est que au soir de la déclaration de la Sénat, c'est que notre candidat remporte et que les défis, comme vous le disiez, soient relevés par le candidat. Surtout, comme l'a dit, l'unité nationale, ça vient déjà, et qu'il arrive à réussir ce pari et aussi mobiliser toutes les énergies autour de son projet de société qui est formidable. Prosper Aloukonou. Et ce qui nous a gêné dans la campagne, c'est la continuité. Le mot continuité. C'est vrai. Si les Béninois croient en vous, c'est tout à fait normal que quand on vient d'un système, on souhaite que ce système continue. Mais la continuité absolue, là, ça ne nous fera pas de bien. Vous avez dit aux Béninois qu'ils croient en vous et si ils vont croire en vous, n'est-ce pas? Vous croyez en votre victoire? Bien sûr. Mais je dis, dans la campagne du candidat adverse... Elle est derrière nous maintenant. Oui. Le mot continuité, là, c'est ça qui nous gêne. Parce qu'il y a eu beaucoup d'insuffisances qu'il faut corriger. Continuité absolue, ce n'est pas possible. Continuité relative. Si nous devons faire l'unité nationale, si nous devons restaurer la démocratie, si nous devons refaire un peu du côté social, on ne peut pas parler de continuité absolue. C'est ce que je tiens à vous. Merci à vous. Maître Rufino d'Almeida, on va conclure cette Merci beaucoup. Échanges. Évidemment, mon souhait, c'est que le futur président de notre pays soit remis en Wadaï. Et quand vous lisez son projet de société, je pense qu'il a mis l'humain, la plus grande richesse de notre pays, au cœur de son projet de société. C'est pour cela qu'il a développé des offres s'agissant des soins, justement pour les Béninois et les Béninoises, des offres d'accès au microcrédit pour développer l'économie de notre pays aux populations. C'est pour cela qu'il veut que les agriculteurs aient une retraite. C'est pour cela qu'il veut que les artistes aient un salaire, etc. etc. Je pense que la dynamique... on conclut, sans pique, hein, parce que ça va ouvrir le débat. Pas du tout. Ça va ouvrir le débat. Comment le fils de Djidja aura accès à Sema City? Il faut qu'on y travaille. Mais pourquoi vous voulez aujourd'hui... C'est pour vous aujourd'hui, on va conclure. Les fils de Djidja, 15 secondes. Notamment les meilleurs ont accès aux bourses pour étudier. Nous avons des centaines de Béninois. On a oublié les défis sécuritaires. Nous avons aujourd'hui des centaines de Béninois à l'extérieur de notre pays qui sont en formation. C'est ça. Et revenons animer les lycées. 2 secondes encore. Et revenons animer les lycées techniques. Voilà. Ensemble. N'est-ce pas le renforcement du capital humain? Ensemble. Allons plus loin. Merci, chers invités. Maître Fino d'Almeida, représentant du duo Wadaï Talata. Prosper Aloukonou, représentant du duo Rumpé Rungwanou. Madi Dizi, le premier vice-président du parti Les Patriotes Rassemblement des Kérékouistes. Et Wilfried Bameton, qui nous vient de la plateforme Bénin Unis et Solidaire. Merci pour vos contributions. Merci, mesdames, messieurs, aussi de nous avoir suivis. C'était la nuit électorale sur Canal 3 Bénin. C'était un plaisir de rester en votre compagnie et que le débat démocratique se poursuive.